Bon, bah, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Donc, le thème ce soir, c'est une présentation du DNS par Guillaume Janvier qui travaille chez Resneta, qui est l'équivalent de Renater au Luxembourg. Et donc, il va nous parler un peu de ce qu'il fait et le plus particulièrement du DNS, donc de DNS Domain Name System. Merci. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. Merci peut-être pour quelques personnes de GIF et de Rennes qui, a priori, pourraient regarder cette intervention soit en direct, soit en différé. Je suis ravi de voir que l'esprit des différents campus subsiste encore un peu. Moi qui suis passé par là il y a, je ne vais pas dire combien de temps, parce que ça il y a déjà un peu longtemps. Voilà, donc je m'appelle Guillaume Jean Hervier, comme l'a dit présentation du réseau. Je suis passé par ici, pour savoir l'âge que j'ai, donc j'étais assis à votre place. Je sais que ça peut être un peu ennuyeux, je vais essayer de le rendre plus intéressant pour vous. J'ai fait un peu avec le répète à l'époque, c'était encore la grande mode. Puis plus tard, j'ai eu un doctorat à l'Université de Luxembourg. Et c'était professionnel, j'ai d'abord travaillé dans un grand groupe français, Thales, avant de revenir, mais comme dire, dans la région, de travailler à Luxembourg. D'abord pour un projet autour du Wi-Fi, et puis maintenant au sein de ce qui s'appelle la Fondation Restella, et puis particulièrement pour un truc voilà, si vous souhaitez me contacter après, je vous laisse mon adresse mail, c'est le seul moyen de voir après le fond. Donc, justement, qu'est-ce que la Fondation Restella, comme un peu dit en introduction, c'est à la fois, alors à l'échelle du Luxembourg, pour le coup, en perspective, un peu comme son missionnaire à la Terre, Transix, qui est un échange internet classique, et Gandhi. Donc, ce qu'on fait, nous, en fait, on est à la fois donc NRN pour le Luxembourg, donc réseau national de base. Voilà, c'est pas votre connaissance sur le DNS. On va s'intéresser plus particulièrement à la racine du DNS. C'est intéressant tant techniquement que sur le point de la gouvernance à dire du cube. Puis on va descendre, on va monter la niveau dans la relation du DNS pour parler de domaines pour aller de la construction. Puis on fera un peu de voir dans des choses, et aussi que ça a certaines implications sur le fonctionnement et le comportement actuel du DNS. Puis un sujet qui est assez haut en ce moment, on est adapté à ces problématiques. On fera un petit détour, on ne peut pas faire un petit détour sans parler de voir qui sont l'Internet des objets et la blockchain. Ah, le micro n'est pas allumé. Un, deux, ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, je me semblais bien que le retour était un peu faible, mais voilà, donc on fera un petit détour vers les grands sujets à la mode du moment, donc l'Internet des objets et la blockchain, en perspective avec le DNS, et puis on terminera par une petite conclusion. Les principes de base. On va commencer par prendre une adresse IP. Sauf qu'on est fin 2018, presque 2019, donc on va dire qu'une adresse IP, ça ressemble plus à ça, mais ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous savez la différence entre les deux. La première est une IPv4, la deuxième est une IPv6. Est-ce que vous avez une idée de quand a été introduit IPv6, les premières standardisations d'IPv6? 1995. Qui était né en 1995? Voilà. Donc IPv6 est plus vieux que vous. Donc je pense qu'il devient normal, il devrait être normal aujourd'hui.
de parler d'abord d'IPv6 et de mentionner IPv4 comme une espèce de reliquat du passé qui reste encore. Et j'espère que ça se traduit ou que ça se traduira assez vite dans les cours qui sont donnés ici. Donc une adresse IP, c'est avant tout un identifiant technique. C'est l'adresse unique d'un appareil qui est connecté au réseau Internet, et c'est à peu près tout. Ce que les gens s'attendent à utiliser ou ce qu'ils voudraient utiliser, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, quelque chose qui peut être compréhensible ou peut être mémorisé par des humains. Ça va être, dans le cas présent, un nom de domaine qui va être ce qu'on appelle un identifiant fonctionnel. C'est sur ce biais-là qu'ont travaillé ou vont fonctionner la plupart des services qu'on va vouloir construire au-dessus de la couche réseau. Voilà, comme j'ai dit, ces identifiants, un de leurs objectifs, c'est d'être humainement compréhensible. J'évoque là le triangle de Zuko, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais aussi de fournir une indirection supplémentaire. En informatique, on dit toujours que quand il y a un problème, on rajoute un niveau d'indirection, et puis on a résolu le problème, on a peut-être posé d'autres, mais au moins on a résolu le problème qu'on nous avait posé. Dans le cas présent, les noms de domaine vont être utilisés par exemple pour faire ce qui s'appelle du virtual hosting. Vous avez peut-être déjà été confronté à ça si vous administrez un serveur web. L'idée c'est que vous avez un serveur, donc il y a une seule adresse IP, et vous voulez avoir plusieurs sites web, donc en fait plusieurs noms de domaine dessus, plusieurs pages qui sont complètement indépendantes. Effectivement, le DNS va permettre ça. Il va aussi permettre, dans une certaine mesure, la redondance, dans le sens où, vu qu'on va s'adresser ou qu'on va utiliser le nom de domaine d'un service pour y accéder, si jamais le serveur physique ou virtuel qui est derrière tombe en panne, on peut rediriger assez facilement le trafic vers un autre serveur qui a une autre adresse IP, simplement en mettant à jour le DNS, on utilisera toujours le même nom de domaine, mais la machine derrière qui répondra sera différente. Et puis un point à ne pas oublier, c'est l'identification. Donc les certificats X509, ce que la plupart des gens appellent des certificats TLS ou encore pire, des certificats SSL, sont basés sur des noms de domaine. Quand vous allez prendre un certificat, c'est pour un nom de domaine donné ou pour un sous-domaine donné. C'est très rarement, c'est faisable, mais c'est très rarement pour une adresse IP. Et donc, pour faire le lien entre cet identifiant technique et cet identifiant fonctionnel, on a un système qui s'appelle le DNS. Et voilà, des choses qu'on entend, qu'on voit souvent, qui ne sont pas complètement fausses, mais qui sont un peu réductrices quand même. C'est le fait de dire que le DNS est quelque part l'annuaire de l'Internet ou qui fait correspondre les adresses IP et des noms de domaine. C'est pas faux, mais c'est un peu plus que ça quand même. Donc, on va garder ce nom de domaine exemple, j'expliquerai un petit peu plus tard à quoi il correspond. Une des autres erreurs qu'on voit souvent, c'est de considérer que la structure d'un nom de domaine est fixe et qu'en gros il y a trois parties. Le serveur, point le domaine, point l'extension, genre www.google.com. Alors, il n'y a rien de plus faux que ça. Il faut vous sortir ça de la tête tout de suite. Un nom de domaine, ça correspond en fait à un chemin dans l'arborescence qui a été mise en place et qui constitue l'ensemble de l'espace de nommage du DNS. Donc cet arbre, il commence bien évidemment avec une racine qui, comme tous les informaticiens le savent, est en haut et pas en bas. Donc voilà, cette racine, c'est finalement le point qui est parfois muet, qui a, pour nous qui lisons de gauche à droite, qui est tout à droite. Puis on va descendre d'un niveau et on va retrouver ce qu'on appelle les TLD ou Top Level Domain. Alors les Québécois disent nom de domaine de tête, c'est pas mal aussi, j'aime bien avoir des traductions en français. Vous verrez qu'il y en a de différentes sortes. Il y en a certains qui vous semblent évidents, .com, qui ne le connaît pas, .edu aussi. Vous connaissez très certainement aussi ce qu'on appelle les CCTLD, donc ceux qui sont liés à des pays comme le .fr, le .uk, le .lu. Et puis, un peu plus récemment, il y a des noms de domaine un peu plus exotiques peut-être qui sont apparus. Notamment là, celui que j'ai illustré par le point SNCF qui correspond en fait à des entreprises qui aujourd'hui peuvent acheter un TLD et faire ce qu'elles veulent en fait à l'intérieur de cet espace de nommage. Évidemment, il n'y a pas que ce que j'ai mis en place qui a des labels. En fait, chaque nœud correspond en fait à un identifiant qui peut être écrit en fait en partant de la racine et en descendant comme ça dans l'arbre, comme le keiten.restena.lu. Ensuite, cet espace arborescent, il est divisé en ce qu'on appelle des zones, qui en gros va être une partie de l'arbre qui est administrée par une certaine entité, par un certain serveur. Là, j'ai, on va dire, surligné
différentes zones qui semblent un peu évidentes, en tout cas dans le nom de domaine que j'ai utilisé comme exemple. Il y a tout d'abord la racine, qui a ses propres administrateurs, ses propres serveurs, le point LU, ça c'est nous, et le point Restena qui est fait par nous aussi, mais sur des serveurs différents, donc on considère que c'est une zone différente. Alors on pourrait penser comme ça, pareil, que la frontière entre les différentes zones, elle est assez fixe, mais on verra que ce n'est pas le cas. Et pour faire le lien entre ces zones, on fait ce qu'on appelle une délégation. C'est-à-dire que dans la zone parent, il y a un enregistrement DNS qui s'appelle NS, qui permet de dire, vu de la racine, le point élu, c'est tel ou tel serveur qui le gère. Voilà. Et ces frontières, comme je le disais, elles ne sont pas forcément fixes. Si on prend l'exemple du point élu, on a en dessous du point élu le état.lu, qui est dans une zone différente du point élu. C'est-à-dire que nous, on gère le point élu, et puis c'est des gens du gouvernement, du centre de technologie d'information de l'État, qui gèrent le point état à l'intérieur du point élu. Donc nous, à part connaître leur nom de serveur, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Dans le point .fr, il y a l'équivalent qui est le point .gouv, où sont enregistrés tous les sites gouvernementaux. Et là, l'approche est différente. C'est que le point .gouv, il est aussi géré et il est dans la même zone que les gens qui font le point .fr. Je vous prends cet exemple-là pour casser un petit peu dans votre esprit le fait que potentiellement une zone, c'est un nœud ou un niveau et qu'il y a quelque chose d'un peu prédictible. Il n'y a en fait aucune garantie a priori, il faut vraiment interroger le DNS pour savoir à quels endroits sont les séparations entre les zones et à quels endroits se font les délégations. Et puis voilà, donc UK a une approche encore différente puisqu'ils ont subdivisé leur nom de domaine national, .uk, en sous-arbres avec .co qui va être pour tout ce qui est commercial et puis .ac pour tout ce qui va être éducation. Et donc, si j'ai une entreprise pour laquelle je veux prendre un nom de domaine en Grande-Bretagne, je vais avoir le nom de mon entreprise .co.uk. Alors, depuis 2012 ou 2013, il est aussi possible maintenant d'enregistrer directement des .uk, mais il y a d'autres pays qui suivent cette approche-là, qui ont voulu segmenter en fait leur espace de nommage et qui le font toujours. Si on continue, voilà, donc là je montre d'autres zones qui existent sous .uk. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle les dot brands, donc en fait les TLD qui sont attribués à une marque. Comme celui-là appartient directement, par exemple, à la SNCF, eux vont gérer en fait tout le sous-arbre qui est à l'intérieur et il est dans une même zone. Je ne sais pas si vous avez fait attention maintenant, si vous prenez des billets de train, vous n'êtes plus sur, comme à mon époque, voyage-sncf.com, c'est oui.sncf. Donc c'est pour ça, ça vient du fait qu'ils ont leur propre TLD et que derrière, ils font un peu ce qu'ils veulent dedans. Voilà, puis j'ai terminé de surligner le reste de l'arbre pour vous montrer un peu comment ça se passe. Maintenant, si on va garder cette idée d'arbre et de délégation, et on va essayer de voir, c'est peut-être le moment où il faut être le plus concentré, c'est pour ça que j'essaie de le mettre au début, après mon petit échauffement, et pendant que vous êtes encore attentif, de voir comment fonctionne une requête DNS. Alors, il y a plein de schémas qui montrent ça. Tous ceux que j'ai vus, ils ont tous un petit truc qui manque, ou un truc que je voulais rajouter, un truc qui est un peu faux. Alors j'ai essayé de faire attention à avoir l'animation et une planche la plus complète, la plus correcte possible. Donc j'espère pas m'être trompé. Donc partons en fait de ces trois niveaux qu'on a dans notre arbre. Donc on va garder la zone Restena, on va garder la zone .lu, on va garder la zone racine. En fait, chaque zone se matérialise par un ensemble de serveurs qui sont appelés des serveurs faisant autorité sur cette zone. En gros, c'est eux qui ont le contenu, l'information qu'il y a dans la zone et qui la diffusent. Parmi ces serveurs, il y a un serveur qui va être, généralement après un serveur maître, master en anglais, qui est celui qui va générer, qui va recevoir en premier la zone. Qui, dans la plupart des logiciels qui servent à faire des serveurs faisant autorité, c'est en fait un fichier texte. Pas plus compliqué que ça, avec un format qui est bien spécifique. Et par un mécanisme qui est interne au DNS, il a la capacité en fait de diffuser ce fichier de zone, ou plutôt d'avertir les autres serveurs qu'il y a une mise à jour, qui eux vont venir chercher la nouvelle version sur le serveur. Donc on a ça à tous les étages, et ce qu'il faut noter, c'est que ce serveur qui génère la zone, il n'est pas forcément accessible au public. Ça peut être un serveur caché, en anglais on appelle ça un hidden master. Voilà, c'est potentiellement un serveur auquel le grand public n'a pas accès.
Maintenant que j'ai mis cette infrastructure en place, donc à chaque étape de mes différentes zones, j'ai l'infrastructure qu'il faut pour mettre à disposition l'information, on va prendre le comportement d'un client qui, par exemple, va vouloir accéder à un site internet. Donc ici, la page d'accueil de la Fondation Restena, par exemple. Il va faire ceci au moyen d'un programme qui est généralement un navigateur internet. Et la chose que va vouloir faire ce programme, c'est envoyer un HTTP GET, donc une requête HTTP pour avoir la page qu'il a, mais cette requête, il va falloir l'envoyer non pas à un nom de domaine, mais à une certaine adresse IP. À un moment donné, tout ça va descendre le long de la couche réseau de l'équipement, puis il va bien falloir à un moment donné mettre une IP destination. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une autre partie de ce qu'il y a dans le client qui fait généralement partie du système d'exploitation, alors, qui s'appelle Resolver, en anglais c'est Stub Resolver, c'est on va dire un résolveur de base qui a des capacités limitées. En gros, la seule chose qu'il peut faire, c'est poser une question au DNS et avoir une réponse. Il n'y a pas plus de logique que ça. Donc en gros, ce que fait le programme, c'est qu'il fait un appel système en C, les classiques c'est le getHostByAddr ou getHostByName, qui en gros permettent de descendre en fait du programme au résolveur, au système. Et ce résolveur, il va s'adresser à ce qu'on appelle un résolveur récursif. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité en fait de pouvoir continuer à poser des questions si la réponse qu'on lui a apportée n'est pas complète. Comment on connaît ce résolveur récursif? Deux possibilités. Soit il est configuré par DHCP, donc quand vous vous connectez au réseau, en même temps que vous recevez votre adresse IP, vous avez dans le paquet DHCP l'information de l'adresse IP du résolveur. Bah oui, le résolveur, il faut le connaître par son adresse IP, parce que si on a son FQDN, donc son nom de domaine complètement qualifié, mais qu'on ne sait pas à qui demander pour résoudre en IP, on est bloqué. Donc, par DHCP, on a l'IP d'un résolveur récursif. En entreprise, ici aussi, c'est généralement une machine qui est dans le sous-réseau. Chez vous, chez les particuliers, c'est généralement l'IP de la box qui fait ça, qui en fait est un relais vers un résolveur récursif du fournisseur d'accès. Et puis l'autre chose qu'on peut faire, c'est configurer manuellement soi-même le résolveur récursif que l'on veut. Il y a encore quelques temps, celui qui était super à la mode, c'était 8.8.8.8, celui de Google. Celui qui maintenant est au top de la vague, c'est 1.1.1.1 de Cloudflare. Il y en a d'autres qui existent. Ceux-là sont hyper connus parce qu'ils ont des adresses IP simples. C'est fait exprès parce qu'il faut taper les adresses IP. Mais d'autres existent et qui sont généralement plus respectueux de votre vie privée. Soit, ce résolveur étant configuré d'une manière ou d'une autre, le résolveur du client, donc le stub resolver, va commencer à poser en fait la question de quelle est l'adresse IP qui correspond à www.rstena.lu. Ça se traduit par la requête que j'ai mise là, qui est la vraie requête qui est envoyée, et le in reviendra après, le quad A, donc les 4 A, c'est parce que je demande en fait l'IPv6 qui correspond à rstena.lu. Si j'avais voulu l'IPv4, le type de requête c'était juste un A tout seul. Ce que fait le résolveur récursif, donc on va considérer qu'il est froid, c'est-à-dire qu'il vient de démarrer, il n'y a encore personne qui lui a envoyé de requête. La seule chose qu'il a à disposition, c'est ce qui s'appelle les root hints. En fait, il a juste l'adresse de l'ensemble des serveurs qui font autorité sur la racine. C'est la seule chose qu'il connaît. Il obtient ça généralement en fait dans le paquet logiciel qui sert à l'installer. Il y a ce fichier qui est là. Il peut être mis à jour manuellement. Il est mis à jour avec les différentes versions du système d'exploitation, du service, pardon. Bref, c'est juste son point de départ. Donc ce qu'il va faire, comme il ne connaît que ça, c'est évidemment il va poser la question au seul serveur qui se connaît, au serveur de la racine. Et il pose bien la question en entier. Il leur dit bien quelle est l'adresse IPv6 de www.rstena.lu. Évidemment, les serveurs racines, eux, n'ont aucune idée de ça. La seule chose qu'ils font, eux, c'est qu'ils font autorité sur la racine. Donc, ils connaissent à peu près juste l'ensemble des délégations vers tous les TLD qui peuvent exister. Donc, ils vont répondre avec ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont répondre, dans le cas présent, avec l'ensemble des... la liste complète des noms de serveurs qui font autorité sur le point .lu, avec en plus, si besoin, leur adresse IP. Et ce qui est important de noter, c'est que ces informations-là, elles vont être mises en cache par le résolveur récursif. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il y a un nom de domaine en .lu qui va arriver, il n'ira plus embêter les serveurs racines, il va se servir de l'information qui est dans son cache, ce qui va permettre
d'accélérer un petit peu le processus. Et avec la réponse qui figure pas là sur le schéma, il y a aussi en fait une durée de validité de la réponse au-delà de laquelle voilà, la valeur de la réponse est enlevée du cache du résolveur. N'ayant toujours pas obtenu la réponse qu'il veut, ce résolveur, il va en fait demander à l'étage en dessous, il va interroger les serveurs qui font autorité sur le point LU, toujours avec la même question. Pareil, les serveurs faisant autorité sur le point LU n'ont absolument aucune idée de quel est le 3w.restena.lu. Au mieux, ce qu'ils connaissent, c'est pareil, l'ensemble des serveurs de nom qui font autorité sur restena.lu et leur adresse IP. Donc ça, c'est la réponse qu'ils vont faire au résolveur, qui va aussi remettre ça en cache. Comme ça, la prochaine fois qu'il y a une question sur un domaine en restena.lu, pas besoin d'aller embêter ni la racine, ni le TLD. Et puis, finalement, on arrive sur les serveurs qui font autorité sur www.restena.lu, où on a cette fois la vraie réponse, celle qu'on cherchait, c'est-à-dire l'adresse IPv6 de www.restena.lu. Même chose, c'est mis en cache. Prochaine requête sur ce domaine, plus besoin d'aller interroger qui que ce soit, on servira tout de suite la réponse qui est dans le cache tant qu'elle est valide. Le résolveur, lui, à son tour, va répondre au résolveur de l'OS du client, qui lui aussi a un petit cache. Donc ce résolveur-là, il est voilà, juste là pour ça, en fait, pour donner la question, recevoir la réponse, la mettre en cache, et c'est tout. Et remonter, après évidemment, la réponse au programme, qui peut enfin envoyer sa requête HTTP GET au serveur. Et il faut imaginer que ça doit se passer entre 10 et 100 millisecondes. Et que des requêtes pour afficher une page, des requêtes DNS, ça dépend évidemment de la page que vous chargez, mais si vous allez, les pires trucs, c'est les sites de news, genre, d'informations, genre Le Monde, des choses comme ça, qui sont pleins de liens, de choses comme ça. Il peut y avoir 50, 100 requêtes DNS qui vont partir pour pouvoir vous permettre de charger une page. Et souvent, quand vous avez l'impression que c'est lent, c'est pas le réseau, c'est pas le Wi-Fi qui est lent, c'est que c'est derrière le DNS qui rame un peu. Dernière chose, il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est que le résolveur récursif, vous pouvez aussi l'installer sur votre machine. Vous pouvez faire tourner un des logiciels qui fait ça sur votre machine, ce qui vous permet d'être complètement maître de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous ne dépendez plus du serveur qui vous est attribué par DHCP suivant le réseau dans lequel vous vous trouvez, et vous ne dépendez plus non plus de Google ou Cloudflare pour vous fournir ce service. Justement, quels sont les logiciels pour faire du DNS? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, les logiciels libres sont vraiment ceux qui font référence. Et il y en a toute une palanquée. Alors, l'historique, c'est Bind, qui est quasiment aussi vieux que le DNS. En fait, c'était le logiciel original. Donc là, on est dans la version 9. Voilà, il faut imaginer qu'il y a tout un historique derrière. Et c'est le seul logiciel qui est à la fois serveur faisant autorité et serveur faisant et résolveur récursif. On peut basculer entre les deux modes en fait par un élément de configuration, mais on va le voir un peu après dans la planche suivante. Du coup, Bind est assez volumineux, donc il y a beaucoup de code. En plus, c'est du code un peu historique. Il fait beaucoup de choses, mais c'est pas forcément le résolveur le plus performant. Enfin, le serveur DNS pour être générique, le plus performant. Et c'est pas forcément aussi le plus sûr, parce que qui dit gros volume de code dit forte chance d'avoir des bugs. Et quand en plus on ajoute l'historique qu'il doit y avoir derrière, même si Bind 9 en fait est une réécriture complète du serveur, elle date quand même d'il y a presque une dizaine d'années maintenant, donc ça commence à être un peu vieux. En réaction à ça, notamment voilà, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu pas mal d'initiatives de logiciels qui vont être soit serveurs faisant autorité, soit résolveurs récursifs, dont les deux derniers couples là, voilà, on voit qu'à chaque fois en fait les entités qui font ça produisent deux logiciels complètement différents avec des bases de code complètement différentes. Et puis ce qu'il faut mentionner quand même, c'est pas souvent, on va le voir dans le fonctionnement du DNS, c'est que voilà, les quatre derniers qui sont relativement utilisés sont faits en Europe. Donc NLNet Labs, c'est comme le NL l'indique hollandais, c'est une entité qui gravite un peu autour du registre du point .nl, et CZNIC, c'est eux directement, c'est le registre du point .cz qui ont fait leur propre implémentation de serveurs DNS. Il y a aussi d'alternatives propriétaires qui existent, sont généralement plutôt utilisés en entreprise. Voilà, ces logiciels libres-là, c'est ceux que vous allez retrouver chez les opérateurs, chez les gens qui, comme nous, sont registres, quel que soit le niveau, même au niveau de niveau racine, on va trouver que ces logiciels-là pour faire
pour faire fonctionner en fait la base. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette diversité, c'est pas un mal en fait. C'est bien d'avoir différents serveurs, voire on recommande, par exemple nous qui sommes au registre, d'avoir des serveurs de types différents pour par exemple faire autorité sur le point élu. Ce qui fait que le jour où il y a un bug sur bind qui fait que potentiellement il peut être attaqué, on peut couper le serveur et on a par exemple nos serveurs qui sont sous NSD qui vont continuer à tourner et à servir. Je parlais tout à l'heure des différences de performance, des différences de comportement qu'on peut avoir sur ces serveurs. Donc c'est les Tchèques qui se sont amusés à faire un benchmark. Donc ils ont pris une pseudo-zone d'un TLD qui aurait 1 million d'entrées dedans, qui signe sa zone, donc il y a une couche de sécurité de cryptographie dessus, et donc ils l'ont bombardé en fait de requêtes, donc croissant de requêtes par seconde, et ils ont regardé combien de réponses ils avaient. Donc on voit que Bind en fait fonctionne assez mal, on va dire, en tout cas en termes de performance, mais par contre Bind il va faire plein de choses. Donc il va plutôt être adapté à des gens qui ont envie de faire du DNS, qui n'ont pas besoin d'un gros volume qui ne reçoivent pas un gros volume de requêtes, mais qui veulent pouvoir assez facilement signer leur zone, mettre leur zone à jour automatiquement, enfin tout ça c'est dans Bind. Par contre, des logiciels qui sont très performants, à l'autre bout comme Knot ou comme NSD, ceux-là vont répondre très vite. NSD, il est tellement fort que il met déjà le paquet DNS en mémoire, en fait, comme il sait qu'un serveur autoritaire, il sait exactement ce qu'il doit répondre, et le paquet est vraiment dans la mémoire, prêt à partir, à être envoyé sur la pile réseau du serveur, donc c'est pour ça qu'il est assez performant. Mais par contre, il fait que ça, quoi. Voilà. Tout le reste du management, par exemple la signature de zone, il faut le faire avec autre chose que NSD. Donc voilà, cette diversité permet non seulement d'être un peu plus robuste à un potentiel problème d'un ou l'autre des logiciels, mais elle permet aussi de trouver finalement la bonne solution au problème qu'on a. Est-ce qu'on veut vraiment répondre vite à beaucoup de requêtes ou est-ce qu'au contraire on veut beaucoup de services autour du DNS? Donc pour un peu conclure cette partie, si j'essaie de donner une définition au DNS, essayez de le voir plutôt comme une base de données distribuée. Voilà, oubliez le côté juste correspondance IP, nom de domaine. Une base de données distribuée qu'on peut interroger avec trois choses. Évidemment, un nom de domaine, que dans le jargon on appelle le QName, donc Query Name. Ensuite, une classe, le QClass. Alors, c'est quasiment dans 99% du temps IN pour Internet. Historiquement, il y a le CH, donc qui est le ChaosNet qui existe encore. À la base, ça c'était des réseaux de. Alors, il faut remonter à l'époque mainframe que même moi j'ai pas connu. C'était des ordinateurs qui étaient plutôt faits pour faire du Lisp, voilà, et qui avaient un pile réseau particulière qui était faite évidemment pour leur cas d'application. Le DNS pouvait fonctionner avec ça aussi parce qu'il n'est pas spécifique à IP. On ne parle pas que d'adresse IP. Et puis la dernière chose qu'on met dans une requête, c'est finalement ce qu'on appelle le QType, qui est finalement le type de réponse qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une IPv4 avec un A, une IPv6 avec un quad A? Est-ce qu'on demande voilà, quel est le serveur mail pour ce domaine? Est-ce qu'on veut avoir des informations cryptographiques? Est-ce qu'on veut savoir quels sont les services qui sont disponibles? Bref, tout ça. Et c'est aussi en même temps un protocole de communication qui est standardisé par l'IETF. Et qui permet de faire deux choses. Donc la distribution de données, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans le schéma, c'est-à-dire la possibilité pour un serveur de pouvoir envoyer sa zone à d'autres. Donc ça, c'est tout simplement un QType particulier, AXFR ou IXFR si on veut juste le diff d'une zone d'un instant à l'autre. Et puis c'est aussi ce que vous connaissez peut-être mieux, l'interrogation des données, c'est-à-dire en gros la relation, le protocole de communication entre le client, vous qui voulez avoir une adresse IP, ou plutôt le résolveur du système d'exploitation de votre équipement qui veut absolument avoir une adresse IP, et puis le serveur qui est capable de la donner. Gardez aussi à l'esprit que les noms de domaine peuvent exister indépendamment du DNS, avec d'autres systèmes de nommage, ce serait envisageable évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve dans le DNS? Plein de choses, peut-être beaucoup trop. Un peu un inventaire à la Prévert, des adresses IP, on en a parlé, des descriptions de services, donc le MX c'est pour tout ce qui va être mail, et SRV ça va être pour tous nos services, parce qu'historiquement il y a eu un enregistrement à part pour le mail qu'on a conservé. Des informations de sécurité, notamment pour configurer les serveurs mail, donc on peut utiliser des enregistrements de type SPF, ça permet de dire qui est autorisé à envoyer un mail avec ce nom de domaine dans la dernière partie, ce qui permet d'éviter le spam.
On peut, depuis un peu plus récemment, spécifier quelles sont les autorités de certification qui sont habilitées à délivrer un certificat X509, pour éviter par exemple que, je sais pas, n'importe quelle autorité de certification se fasse pirater et puis émettre des certificats pour google.com alors qu'ils n'ont pas le droit. Le CA peut faire ça. Et puis, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour de la cryptographie, avec la possibilité, en fait, dans les enregistrements TLSA, de mettre directement les hashes, donc les condensats des clés, des clés euh, de certificat. Donc là, on n'a même plus besoin du tout d'autorité de certification. En fait, le certificat, ou en tout cas le condensat de sa clé publique, est mis directement dans le DNS, ce qui pourrait permettre de valider et de faire soi-même ces certificats, de les publier. Et à partir du moment où on maîtrise le DNS, ben on maîtrise aussi ce qu'on autorise comme certificat. Des choses un peu plus bizarres, comme des numéros de téléphone, et spécification pour ça, et puis des données géographiques. Si vous voulez vous amuser, vous tapez, j'en sais pas, 57000.cp.portsmeilleur.fr et vous allez retrouver des choses. Et donc, il y a une des devises de l'IETF, c'est en gros, il faut du consensus et du code qui tourne. En gros, pour que quelque chose devienne un standard, il faut deux implémentations différentes qui coopèrent. Mais souvent, la solution de facilité, c'est juste, voilà, on n'a qu'à mettre ça dans le DNS, ça marchera. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des fois un peu trop de choses dedans. Parlons maintenant d'un autre sujet, la racine et son importance. Donc c'est une importance vitale parce qu'on a vu, c'est là que commence le processus de résolution récursif. Et puis c'est là aussi, c'est cette racine-là qui héberge en fait les serveurs racines qui délivrent ces informations. Donc la zone en elle-même, elle est administrée par l'ICANN, qui est un organisme de droit américain qui pendant très très longtemps a été fortement lié au Department of Commerce, donc le ministère du Commerce, à tel point que pour changer quelque chose dans la zone racine, il fallait que peut-être pas le président, mais en tout cas quelqu'un d'assez haut placé dans l'administration américaine signe, valide ce changement. Heureusement, on n'est plus là, ça s'est un petit peu écarté, mais ça reste quand même très orienté, on va dire, ou très, très décentré vers les États-Unis. Et elle est opérée techniquement par une société qui s'appelle VeriSign. Et elle contient essentiellement donc, des données de délégation. Dans la racine, il n'y a pas d'autre chose que la liste des serveurs qui font autorité sur les différents TLD. Et puis les informations pour mettre en place le DNSSEC. Donc en gros, ça j'expliquerai un petit peu plus tard, mais c'est ces enregistrements-là qui permettent de faire le travail. Et cette racine, elle est constituée de 13 serveurs qui sont indépendants. Alors pourquoi 13? Au tout début du DNS, la taille des paquets était extrêmement limitée. Donc 13, c'était le maximum qu'on arrivait à faire tenir dans un paquet DNS sans avoir de fragmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été attribués à une époque où il n'y avait absolument pas de formalisme. Il fallait appeler la personne qui était en charge du DNS que je vous présenterai tout à l'heure. Oui, enfin virtuellement, il est mort malheureusement. Et voilà, et c'était oui, tu veux le faire, oui, je veux le faire, tiens, c'est bon, voilà, tu as un serveur racine. C'était à peu près ça le formalisme. Et aujourd'hui, il y a près de 1000 instances en Anycast à travers le monde. Alors, l'Anycast, ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, on arrive à avoir plusieurs serveurs physiques distincts qui ont la même adresse IP. On fait ça comment? On fait ça avec des techniques de routage, où suivant l'endroit où je suis, ben, si je demande telle adresse IP, on va m'envoyer vers tel data center, tel endroit ou tel autre. Pourquoi on fait ça? Alors, pour un gain de performance, c'est-à-dire que plus les serveurs vont être prêts, plus ça va aller vite à résoudre. Mais surtout, l'Anycast, il est là pour protéger contre les attaques par déni de service. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui se met à bombarder une adresse IP d'un des serveurs racines, ça va être réparti. Alors, si l'attaque vient de du monde entier, ça va être réparti sur l'ensemble des instances Anycast. Donc, le volume par instance va être plus faible. Et si l'attaque est localisée, bah, ça va attaquer en fait une instance d'un serveur, quoi. Donc, c'est finalement pas si grave. En tout cas, c'est pas dramatique. Et si vous voulez la carte, il y a alors voilà, ça c'est un peu la liste des serveurs qui sont là aujourd'hui. Donc il y en a 13, de a.root-servers.net à M. Ils sont aujourd'hui tous en IPv4, en IPv6. Ils sont présents sur un nombre extrêmement variable de sites. Ils sont tous anycastés, mais il y en a qui a juste 2 instances. Et ce qui doit peut-être vous choquer, c'est voilà, quand on fait la liste, il y en a guère que 4, 3 qui ne sont pas aujourd'hui hébergés ou gérés par des entités américaines, dont la plupart, enfin dont certaines sont aussi des entités militaires. Quand je parlais
décalage un petit peu vers les États-Unis. Voilà, faut garder ça en tête. Et voilà, si on veut voir un peu la carte, je vous encourage à aller donc sur pas route-servers.net mais .org, où vous trouverez en fait un site comme ça avec une carte interactive de là où sont les serveurs, à toutes fins utiles. On parlait un peu de la racine, donc on peut pas vraiment parler de racine sans parler de gouvernance. Alors ce schéma-là est relativement complet. L'idée c'est de vous dire qu'aujourd'hui la gouvernance de l'Internet en général, du DNS en particulier, c'est assez complexe. Et donc l'ICANN, cette entité qui s'est un peu détachée du gouvernement américain, à l'intérieur de l'ICANN, on va trouver différents comités, certains représentant les gens qui sont comme nous des registres de CCTLD, d'autres qui vont représenter les gouvernements, qui ont voulu avoir aussi une voix au chapitre. Et donc il y a tout un processus comme ça de décision qui est pas vraiment fixe, qui cherche vraiment à se faire dans le consensus, qui est des fois compliqué à atteindre et qui surtout fait que les décisions sont peut-être un peu lentes à prendre. Voilà, gardez juste en tête, si vous voulez creuser un peu, vous pourrez vous référer à ce schéma, mais que la gouvernance, elle est assez compliquée. Et puis une question qui vient parfois, c'est du coup, est-ce qu'il y a une racine, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait en avoir d'autres? Après tout, pourquoi pas un truc unique qui peut se faire attaquer, c'est ce que serait peut-être bien d'en avoir d'autres. Alors techniquement, c'est faisable. Il y a eu un projet qui va se terminer à la fin de l'année, qui s'appelle le projet Yeti, dont le but était de mettre en place en fait une racine alternative, mais expérimentale, au sens R&D, quoi. En gros, tester tous les trucs qu'on ne peut pas tester sur la racine de production, parce qu'on risquerait de casser le DNS et on casserait l'Internet pour tous ceux qui font autre chose que du ping sur des adresses IP. Donc l'idée, ce qui a été testé dans ce projet, c'est de mettre plus de 13 serveurs racines, de faire que de l'IPv6, de tester des méthodes de signature de zones et de distribution différentes, de faire ce qui n'avait jamais été fait dans la zone de production jusqu'au mois d'octobre cette année, c'est-à-dire changer la clé de signature. Bref, voilà, les ingénieurs de R&D qui font du DNS sont un peu amusés avec ce projet. Et en gros, ça veut dire que tout ce qui est mentionné là n'est pas impossible. Des racines alternatives existent, mais je ne vous recommande pas de les utiliser. Ce sont surtout des faux vendeurs, des vendeurs de faux TLD, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire oui, vous pouvez acheter un point je ne sais quoi à pas cher, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que ce point TLD, il n'est pas dans la racine officielle, donc celle qui est publiée par l'ICANN, qui se retrouve dans les serveurs racines, et qu'il y a juste les résolveurs qui sont configurés pour utiliser la racine alternative de ces vendeurs qui vont vous permettre d'accéder au site web. Ça, c'est des choses à éviter. Et puis, de manière générale, avoir une racine alternative, c'est pas souhaitable. Parce que ça pourrait conduire à une fragmentation de l'Internet. Si demain on a deux racines différentes qui, chose horrible, renvoient facebook.com vers deux IP différentes, potentiellement on a un problème d'unicité des noms. On peut aussi avoir un problème de surveillance. C'est pour ça que je dis que c'est pire qu'au niveau IP ou BGP. Si jamais on a une fragmentation de l'Internet au niveau donc IP ou au niveau BGP, au niveau routage, il n'y aura plus de communication. Mais au moins on se rendra compte que ça ne marche pas. Si on a des racines alternatives, les sites vont continuer à marcher, mais ils résolveront vers d'autres serveurs et aller savoir ce qui peut se passer derrière ces serveurs. D'ailleurs, certains gouvernements sont suspectés d'y penser. Enfin, on a déjà abordé ce point, etc. Notamment en réaction, je dirais, à l'américanocentrisme de la gestion du DNS. Je pense que ce qu'il vaut mieux faire, c'est de faire évoluer la racine. Techniquement, on a vu que c'était faisable avec le projet Yeti, et dans sa gouvernance, essayer d'aller peut-être vers quelque chose de plus mondial, de plus global. D'ailleurs, le projet Yeti était un bon exemple de ça, parce qu'il y avait vraiment énormément de nations qui étaient représentées là-dedans, et pas que des Américains et des choses comme ça. Donc descendons maintenant d'un niveau et parlons de ce qu'est un TLD. Donc, vous en connaissez certains, d'autres peut-être un peu moins. Il y a d'un côté ce qu'on va appeler les TLD génériques. Les historiques, le .com, le .net, le .edu, enfin ceux-là vous les connaissez. C'est ceux qui existent depuis le milieu des années 80 que l'architecture arborescente a été mise en place. Et puis à partir de 2008, l'ICANN a décidé d'ouvrir en fait cette liste. Alors, il y a eu ce qu'on a appelé des TLD sponsorisés. Vous en connaissez peut-être certains, peut-être le .aero qui est un des plus anciens. Des TLD géographiques, à pas confondre avec ceux dont je vais parler après, qui sont soit des noms de villes, soit des noms de régions. Si vous suivez un peu l'actualité du DNS, ce qui m'étonnerait, mais il y a une belle bagarre autour du point Amazon
entre Amazon, le vendeur, enfin qui fait plus que ça, mais voilà la plateforme en ligne, et l'ensemble des pays autour de l'Amazonie en fait, qui voudraient bien garder ce TLD géographique pour eux. Et Amazon, l'entité commerciale évidemment, est contre. Et puis il y a ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, les GTLD pour les marques, donc Google a le sien, la BNP aussi, SNCF et d'autres. Et on a un autre côté. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces noms-là, en fait, ont un fort lien avec l'ICANN. Ils ont un vrai contrat de délégation avec des contraintes, et ils ont des choses à payer tous les ans à l'ICANN pour avoir le droit d'avoir leur TLD. D'un autre côté, on a ce qu'on va appeler les CCTLD, donc les TLD codes de pays. Ceux-là, ils sont basés sur une liste qui est établie, qui est standardisée, établie par les Nations Unies. Alors pourquoi? Parce que les gens qui ont fait le DNS, ils voulaient pas s'embêter à décider qu'est-ce qu'était un pays et qu'est-ce qu'il n'était pas. Donc ils se sont dit, ah bah il y a une liste des Nations Unies qui liste, à la base ces codes-là c'est pour, je crois, la poste, mais ça liste en fait les zones géographiques, c'est approuvé par les Nations Unies, on va prendre cette liste, c'est très bien. Donc voilà, le .eu, le .fr en font partie. Il y a quelques exceptions notables. Le .uk, alors pourquoi? Parce qu'en fait c'était un des premiers délégués avant d'avoir l'idée d'aller regarder dans la liste. Donc sinon ce serait .gb. Le .eu, bah, c'est l'Union Européenne, donc à côté de la liste officielle, le ISO 31661, il y a une liste dite de réserve, et en fait on allait piocher le .eu là-dedans en disant bon ok d'accord, on vous donne ça. Et il y a le .su, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée de ce à quoi il peut correspondre. Ouais, c'est ça, c'était le TLD de l'URSS. Et il y a toujours des noms de domaine, et en fait ceux qui maintenant opèrent le .ru qui lui a succédé, en fait opèrent toujours le .su pour les quelques, je sais plus, 1500 ou 2000 noms de domaine qui y sont encore, quoi. Certains en fait cherchent à se commercialiser comme des pseudo GTLD, vous avez peut-être déjà vu. Alors quand vous voyez généralement des TLD en deux lettres, c'est que c'est des country codes. Donc le .tv par exemple, ou le .me, ou celui qui est à la mode en ce moment, le .io, correspondent respectivement à .tv Tuvalu, ME c'est la Macédoine, et .io c'est les Indian Ocean, donc c'est les îles britanniques qui sont dans l'océan Indien. Donc, rien à voir avec ceux comme quoi ils se vendent, notamment le .io qui se veut un truc un peu high-tech, ou etc. Et puis il y a aussi des noms de domaine qu'on appelle internationalisés, parce qu'il n'y a pas que l'ASCII et que l'alphabet latin sans accent dans la vie. Et on peut aujourd'hui avoir il y a des TLD qui sont en fait dans le langage, enfin dans l'écriture native des différents pays. De mémoire, le premier c'est l'Égypte. Alors vous remarquez que le point est de l'autre côté, parce que quand on utilise des IDN, et ben, si on écrit de droite à gauche, et ben, le domaine s'écrit comme ça aussi. Le deuxième c'est la Chine, le troisième c'est la Russie, c'est le point .ru mais en cyrillique. Et le dernier, si je me souviens bien, ça va être le point .com mais en thaïlandais. À savoir que vous pouvez aussi avoir des IDN dans un TLD qui n'est pas en IDN. Par exemple, alors sans ce qu'on appelle l'IDN, il n'y a pas d'accent non plus. Donc quand vous avez un nom de domaine avec un accent en .fr, c'est un IDN, parce qu'on a eu besoin de cette extension, ne serait-ce que pour gérer le E accent aigu par exemple. Et tous ces TLD en fait sont beaucoup plus indépendants de l'ICANN que les autres. Ils auront une délégation à un moment donné. Nous, par exemple, ce qui lie Restena à l'ICANN, c'est deux lettres. Une lettre où on demande à être registre pour le .lu, et une lettre de l'ICANN qui nous dit oui c'est bon. Voilà. Et c'est sur cette seule base légale qu'on, depuis 92, opère le .lu. Une petite carte intéressante qui peut valoir le coup, c'est Nominet, le registre du .uk qui édite ça régulièrement, donc ils n'en ont pas fait en 2018, mais bon, ça n'a pas dû beaucoup changer. C'est en fait une carte par anamorphose en fonction de la taille du TLD, donc on voit qu'il y a certaines aberrations. Alors si on zoome d'abord peut-être un peu sur l'Europe, on voit qu'en fait les deux gros CCTLD, c'est le .uk et le .de. Le .de surtout, les Allemands sont extrêmement friands de leur extension nationale. C'est beaucoup moins prononcé dans d'autres pays, on va dire. Si on revient sur la partie Asie, donc on a certaines aberrations comme Tolekau, le point TK, qui est une toute petite île du Pacifique, mais qui a une zone énorme, tout simplement parce que les domaines en point TK sont gratuits. Donc évidemment, tout le monde à servir, donc il y a plus de 18 millions de noms de domaines. C'est plus gros que le point DE, et c'est presque aussi gros que la Chine qui a 20 millions de domaines.
Et puis il y a d'autres petits trucs rigolos comme la Corée du Nord qui a 23 ou 26 noms de domaine enregistrés, enfin ce genre de choses. Si on avance et qu'on part de l'autre côté du monde, côté des Amériques, peut-être noter le point CO qui est un peu surdimensionné par rapport à la taille du pays, simplement parce qu'ils se vendent un peu comme un point .com bis. Et puis le point US qui finalement est tout petit, parce que les États-Unis c'est le royaume du point .com, donc évidemment l'extension nationale n'est pas si populaire que ça. Et puis dernière chose à noter, qui est quand même révélatrice de quelque chose, c'est la taille de l'Afrique qui est toute minuscule sur cette carte. Donc il y a encore énormément de travail à faire en Afrique en termes de connectivité, en termes d'utilisation d'Internet de manière générale, et ça se ressent tout simplement sur la taille des CCTLD africains, qui sont vraiment tout petits comparés à d'autres pays. Voilà, si on le voit sur la carte globale, on a vraiment l'impression qu'il faut peut-être presque chercher l'Afrique pour savoir où elle est. Donc comment ça se passe pour enregistrer un domaine jusqu'à sa publication? Donc il y a vous, n'importe qui va vouloir enregistrer un nom de domaine. La personne à laquelle vous parlez, c'est pas le registre. Vous allez parler à un bureau d'enregistrement, ce qui s'appelle un registrar en anglais. Et ça se passe généralement par une interface web, voilà, où vous allez dire quel nom de domaine vous voulez réserver, donner vos informations, donc votre nom, votre adresse, des informations de contact. Tout ça va aller dans une base de données. Et c'est le bureau d'enregistrement qui est en charge de parler au registre. Pour ça est mise en place une interface qui est du XML qui s'appelle EPP, qui a été développée spécialement pour ça. De loin, ça ressemble un peu à si vous avez fait des remote procedure calls, des choses comme ça, c'est un peu le même genre de langage. Donc c'est par ce canal-là que vont passer tous les échanges entre le bureau d'enregistrement et le registre, c'est-à-dire telle personne a pris tel domaine à telle date, il est valable jusque temps, voilà. Ces informations envoyées-reçues, elles sont extraites de la base de données client du registre, et puis quand on le reçoit, du bureau d'enregistrement, pardon, et puis quand nous on le reçoit au niveau du registre, on le met dans notre base de données à nous, qui a l'ensemble des domaines. Et puis, alors périodiquement ou on continue, nous on le fait encore périodiquement, de cette base de données, on va extraire une zone. Donc voilà, on va créer cette zone sur un serveur. Comme on fait les choses un peu sérieusement, on va signer cette zone. On va la transférer à un équipement qui est chargé de faire la signature, va en ressortir la même zone mais signée, qu'on va envoyer encore une fois à un serveur maître qui est caché, c'est-à-dire qui n'est pas accessible du public, qui lui-même va le transmettre alors à un serveur DNS qui fait autorité qui est chez nous, qu'on administre, et puis à tout un tas de serveurs, de prestataires qui font notamment de l'Anycast. Quand on est une petite zone comme le LU, on ne fait pas son Anycast soi-même, on achète le service chez les gens, voilà, qui vont recevoir cette zone-là et qui vont diffuser le point LU, par exemple, mais c'est vrai pour l'ensemble des noms de domaine, un peu partout dans le monde, avec différentes instances qui sont en Anycast. Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle des 3 R, donc registrant, registrar, registry. Voilà, c'est un peu la mécanique un peu plus business du DNS. Sur le même sujet, les propriétés d'un nom de domaine, donc il y a d'abord tout un tas, qu'on oublie souvent, tout un tas de données administratives. Donc il y a évidemment le nom et l'identification du titulaire. Alors je dis bien titulaire et pas propriétaire, parce qu'on n'est jamais propriétaire d'un nom de domaine, on le loue. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est pour ça qu'il faut aussi le renouveler régulièrement. Un nom de domaine, il est juste voilà, loué à quelqu'un. Il y a aussi des adresses de contact administratifs et techniques qui sont remplies. D'autres informations sur l'état, on va dire, du nom de domaine. Et ça, c'est disponible sur un service qui s'appelle le Whois, qui jusqu'il y a pas très longtemps était complètement public, et qui aujourd'hui, avec le RGPD, diffuse de moins en moins d'informations. Donc il y a une version ligne de commande sur laquelle, a priori, il n'y a plus grand-chose, en tout cas pour les CCTLD européens. Et il y a aussi des versions web où là, il faut rentrer un CAPTCHA ou des choses comme ça pour avoir un peu plus d'informations, mais encore pas tout. Et si on veut vraiment le pédigré complet d'un domaine, aujourd'hui ça se fait sur une demande motivée, en justifiant du pourquoi, du comment, pour pouvoir faire un suivi avec le RGPD. Et puis les données techniques qui, elles, vont être diffusées par les serveurs DNS dont on a parlé depuis le début. On envoie, donc ce qu'il faut renseigner évidemment, c'est le nom des serveurs qui vont faire autorité. Il faut aussi parfois remplir l'adresse IP de ces serveurs s'ils sont dans la même zone, c'est-à-dire que si j'ai mondomaine.fr et que mes serveurs de nom c'est ns1.mondomaine.fr et ns2.mondomaine.fr, il faut aussi spécifier l'adresse IP de ces serveurs parce que sinon on a un problème de bootstrapping pour faire la résolution. Et puis si on fait du DNSSEC, il faut aussi rajouter quelles sont les clés. Voilà. Et ça c'est en gros le rôle du registre, c'est un rôle à la fois technique, à la fois administratif parce qu'on gère ces deux aspects.
Et comment vit un nom de domaine? À partir du moment où il est créé, en fait, au bureau d'enregistrement, il va arriver chez le registre, qui en fait va le renouveler automatiquement tous les ans à la date anniversaire, tant que le bureau d'enregistrement ne dit pas le contraire. C'est-à-dire à partir du moment où le bureau d'enregistrement dit stop, il a pu payer, ou il a dit qu'il voulait arrêter d'avoir ce nom de domaine, ou il veut le transférer à telle personne ou à telle autre, à ce moment-là, on va le sortir de cette boucle de renouvellement automatique. Pour les gens qui ont oublié de payer, il y a un délai de grâce de 30 jours. En fait, le domaine n'est plus accessible, donc votre site web, vos mails, enfin tout ce qui est lié à votre nom de domaine ne fonctionne plus. Mais il ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre, il ne peut pas être transféré à quelqu'un d'autre, puisqu'il n'est jamais vendu. Et c'est uniquement le titulaire précédent qui peut le restaurer. Donc il y a cette situation encore, je suis un peu en retard, j'ai oublié de payer, je peux le récupérer, mais au bout de 30 jours, il est effectivement reversé dans la liste des domaines qui sont complètement disponibles. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un peu ce qui se passe au niveau du marché des noms de domaine. Donc, il y a ce qu'on appelle le marché blanc. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire c'est quand on passe bien gentiment par son bureau d'enregistrement, que les prix sont fixes, que tout va bien. Il y a aussi ce qu'on appelle un marché gris, c'est-à-dire des gens qui vont avoir acheté des noms de domaine, pas pour les utiliser, mais plutôt pour les renégocier à un prix généralement beaucoup plus élevé, à quelqu'un d'autre qui voudrait les avoir. Ce qui est drôle, c'est qu'en anglais, ça se fait vers une tierce partie qui gère la négociation, qui s'appelle un escrow, qui n'a rien à voir avec le mot en français, mais c'est quand même toujours drôle. Et ces prix peuvent aller jusqu'à des montants faramineux. Donc il y a un top 20 comme ça des noms de domaine les plus chers qui ont été négociés. Alors il y a les montants qui sont intéressants, mais il y a aussi le nom des domaines qui est intéressant. Alors il y a quasiment que des .com, évidemment, parce que pour faire du business, il faut un .com. Et vous noterez aussi qu'il y a une légère inclinaison vers certaines activités, quoi. Voilà. On notera qu'en 19e, il y a un point DE. Voilà. Et qu'en numéro 2, et c'est tout récent, il y a Tesla qui a été négocié et racheté par Elon Musk 10 millions. Il avait que Tesla Motors, donc il a sorti son chéquier pour avoir Tesla.com. Et puis il y a aussi le marché noir, où là on peut tout imaginer, enfin les actes les plus répréhensibles, des piratages de bureaux d'enregistrement, du social engineering pour essayer d'avoir accès aux identifiants des gens qui ont enregistré des noms de domaine, et ça peut aller même jusqu'à des choses très graves comme du chantage du meurtre, c'était le cas pour le domaine sex.com, à tel point qu'il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire du domaine et tout ce qui s'est passé autour. Si vous ne savez pas quoi lire en été, ça se lit bien. Et c'est souvent le bureau d'enregistrement qui est le maillon faible. C'est-à-dire que souvent l'attaque, elle se fait par j'essaye de récupérer par toutes les techniques possibles, soit en piratant directement le bureau d'enregistrement, soit en essayant de récupérer les identifiants pour pouvoir avoir accès au nom de domaine et puis après en faire ce que je veux. Si on fait un peu d'histoire, au tout début, il y avait le projet ARPANET. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est une image de ce qui s'appelle un IMP, qui est le premier routeur de l'ARPANET 70. Et comme il y avait assez peu de machines sur le réseau, on avait un nommage plat. C'est-à-dire que voilà, c'est une machine qui était MIT, elle s'appelait MIT-quelque chose. Voilà, pas besoin de plus finalement. Et quand on a introduit, donc déjà un peu plus tard, le protocole IP, il y a eu NCP avant, mais voilà, dans l'exemple là, il y a déjà IP. Comment on faisait pour avoir accès en fait entre ce nom plat et puis l'adresse IP de la machine? En fait, il y avait un fichier qui s'appelait le fichier host, alors qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui, par exemple dans vos distributions Linux, c'est pas le même format du tout, c'est un truc complètement différent, mais c'est quand même le fichier host, et qui était diffusé en fait par FTP, tout simplement. Donc il y avait une adresse IP où par FTP on pouvait aller périodiquement récupérer ce fichier, mais c'était la responsabilité de chacun en fait de récupérer périodiquement ce fichier. Il n'y avait aucune coordination, et c'était un mode de diffusion complètement centralisé. Puis en 1982, voilà, c'est là que je vous présente celui qui a, on va dire, conceptualisé le DNS, c'est John Postel. À partir de 82, voilà, c'est lui qui veut mettre au point les premiers concepts. Donc l'idée d'un serveur de nom, l'idée d'une base de données WHOIS, et puis surtout ce fameux nommage arborescent. Un peu plus tard, donc l'année suivante, il va mettre au point les premières spécifications du DNS. Alors c'est pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est très proche quand même. Et puis surtout, il a mis en place ce qui n'est pas forcément évident en ingénierie, un plan de transition entre le mode de nommage plat avec le fichier host et un mode de nommage arborescent avec le DNS tel qu'on le connaît. Et puis, voilà, la structure définitive de l'arborescence est en 1984. Et puis pour le DNS moderne, qui est encore celui qu'on utilise aujourd'hui, vous allez voir à quelques
nuance près, c'est un euphémisme. On le doit surtout à Paul Moka-Petris, donc, qui en 1988, dans ces deux RFC-là, décrit voilà, le DNS tel qu'on le connaît aujourd'hui, TCP, UDP, l'architecture telle que je vous l'ai présentée, le format de message binaire, enfin voilà. Sauf que depuis 1988, il s'en est passé des choses. Donc, si vous regardez les trois cases grises qui sont tout à gauche, c'est les spécifications de John Postel. Les trois vertes, c'est celles de Moka-Petris. Et ça, après, tout le reste, c'est ce qui a été rajouté au DNS de base au fur et à mesure des années. Et encore, ça, c'est juste pour la partie, je dirais, fonctionnement cœur du DNS. Donc c'est la partie là qui est en verte. Ça, le tableau là, ce graphique là, c'est l'ensemble des spécifications avec ce qui gravite autour du DNS. Donc la sécurité, DNSSEC, d'autres extensions qu'on peut imaginer. Donc, vous voyez que c'est quand même compliqué de faire ça. On en est aujourd'hui à 185 RFC qui sont de près ou de loin liés au DNS, à peu près 3000 pages. Et pour faire une comparaison avec un gros bouquin, voilà, c'est 2 fois la taille du C++ Programming Language. Donc c'est aujourd'hui de vouloir implémenter depuis zéro un serveur DNS, c'est quasiment de la folie. Un serveur qui fait autorité, c'est encore possible. Un résolver, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment un boulot de dingue. Certes, il y a certaines RFC qui sont devenues obsolètes ou voilà, qui sont plus autorisées, mais on voit quand même qu'il y a une vraie explosion de la spécification autour du DNS, à tel point que ça pose un problème. Il y a donc, Bert Hubert, qui est en fait l'éditeur d'un des logiciels qui s'appelle PowerDNS, qui a un an à peu près a proposé cette idée de DNS camel. Donc en français on dirait la brique DNS, la brique qu'on charge jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à avancer. Bah, le DNS c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que on rajoute tellement de choses que sa complexité monte énormément. Du coup, la qualité du code et la sécurité qui est liée a tendance à baisser, même s'il y a eu des efforts il n'y a pas très longtemps pour essayer de rationaliser un peu les choses. On est quand même de nouveau sur une espèce de pente descendante. Et puis surtout, le nombre de personnes qui sont capables de comprendre le DNS de A à Z, il y en a de moins en moins, quoi. Même moi, je pense que je connais pas, je pense même pas le quart des spécifications qui est autour du DNS. Je connais ce qui est utile à mon business, enfin, ce que je fais au quotidien, mais je suis loin de tout maîtriser là-dessus. Parlons maintenant un peu de sécurité et de vie privée. Donc, on l'a vu, c'est un vieux protocole, le DNS. Effectivement, il n'est pas sécurisé. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai repris cette phrase-là, je ne sais plus qui l'a dit, mais je l'ai entendu. Et le DNS, il ne faut pas oublier qu'il a été conçu dans l'ère pré-Snowden, c'est-à-dire qu'à l'époque où confidentialité et sécurité n'était pas si important que ça. Donc, le DNS va utiliser UDP par défaut. Donc, c'est un transport non connecté. Il va uniquement utiliser TCP si la réponse est tronquée, c'est-à-dire que je pose une question, si la réponse est trop longue pour tenir dans un paquet UDP, le serveur va me donner une partie de la réponse et me dire ah au fait il en manque un bout. Ce qui va faire que moi en tant que résolveur par exemple, je vais reposer la même question sur le même port en TCP et là je vais pouvoir avoir la réponse complète parce que s'il y a des fragments, et ben, ils seront réordonnés, etc. Oui, parce que on a passé l'étape depuis 1991 où les paquets DNS tenaient dans 512 octets avec une spécification telle eDNS 0 qui permet de rajouter des options, notamment DNSSEC, qui permet de faire de la signature sur le DNS, utilise cette option-là. Tout ça pour dire qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui, quand ils configurent des firewalls, pour le DNS, ils laissent passer que l'UDP, et puis si les paquets font plus de 512 octets, ils jettent aussi les paquets. Et ils s'étonnent que leur DNS ne fonctionne pas. Ils ont juste 30 ans de tard presque. Les données ne sont pas signées par défaut, pour ça il nous faut DNSSEC, et même avec DNSSEC, ça reste relativement complexe à mettre en place et c'est relativement lent à être adopté. Il y a aujourd'hui à peu près 1% des noms de domaine dans .com et .net qui sont signés, et parmi ce 1%, il y a 30% qui sont mal configurés. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun des 25 sites les plus populaires au monde qui utilisent DNSSEC, c'est-à-dire que si vous allez sur Facebook, Google, Amazon, il n'y en a aucun qui utilise DNSSEC. Et puis aussi, les données ne sont pas chiffrées par défaut, c'est-à-dire que toutes les questions là qui passent entre votre client et le résolveur, mais aussi entre le résolveur et les serveurs qui font autorité, bah, ceux-là ne sont pas chiffrés, donc circulent en clair sur le réseau, et peuvent servir à collecter par exemple des métadonnées. Il y a quelques efforts sur lesquels on reviendra après, mais le volume de requêtes est encore faible. Pourtant, on a des besoins croissants en termes de sécurité autour du DNS. On a notamment vu émerger ce qu'on appelle les DNS menteurs, qui servent à faire de la censure
généralement quand il y a des soulèvements populaires dans des pays un peu autoritaires, le gouvernement demande aux fournisseurs d'accès de bloquer l'accès à certains sites. Genre plus d'accès à Facebook, plus d'accès à Twitter, ce qui aujourd'hui semble incontournable pour lancer un mouvement citoyen, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas c'est le cas. Et donc ce blocage-là, il se fait par le DNS, c'est-à-dire que comme l'opérateur, c'est lui qui opère le résolveur pour l'ensemble de ses clients, il va simplement dire, tu me demandes facebook.com, je vais te répondre une adresse IP sur laquelle il n'y a rien, ou pire, une adresse IP qui est un site du gouvernement qui va pouvoir tranquillement noter quelle adresse IP a voulu accéder à facebook.com, et puis après va pouvoir s'en servir pour tout un tas de choses. C'est pour ça, par exemple, au moment des événements en Turquie, on avait vu des choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui taguaient sur les murs, bah, mettez 8888 et 8844 comme résolveur, et puis vous pourrez aller sur Facebook et sur Twitter. Mais ça, malheureusement, c'est pas réservé qu'aux pays autoritaires, ça existe aussi dans les démocraties, c'est fait en France. Les fournisseurs d'accès, les gros fournisseurs d'accès, ont obligation de mettre en place des DNS menteurs dans 2 cas. Dans un cas, des sites de jeux, donc sur demande d'une autorité de régulation qui s'appelle l'ARGEL, donc c'est pour éviter l'accès à tous les sites de jeux qui ne payent pas la redevance qui est liée à ça en France, et pour les sites terroristes. Et je ne crois plus que c'est en place parce que cette main rouge, elle avait fait un peu enfin, donner une mauvaise image, mais voilà, c'est aussi certains sites terroristes qui sont aujourd'hui bloqués, et on arrivait à l'époque sur cette page voilà, du ministère de l'Intérieur qui disait attention, vous avez essayé d'accéder à un site qui fait l'apologie du terrorisme. Est-ce que derrière le ministère de l'Intérieur loguait l'adresse IP source, allait demander au FAI qui était l'abonné qui avait cette IP-là? Ça, je ne sais pas. Ça peut aussi être utilisé, le DNS menteur, pour bloquer la pub. Si vous avez une Freebox par exemple et que vous avez activé l'option filtre publicité, c'est comme ça qu'ils font en fait. Ils vous rajoutent une partie voilà, sur menteur sur certaines adresses IP qui sont celles des régies publicitaires, et c'est comme ça qu'ils bloquent la pub au niveau de votre réseau domestique. Ou pour faire du contrôle parental aussi si vous voulez. Et puis le DNS peut aussi être utilisé pour faire du piratage, notamment parce qu'il utilise UDP. Un malware qui a touché ou qui touche encore l'Internet des objets, c'est Mirai, qui a été utilisé via le DNS pour lancer une attaque sur DIN, qui est un fournisseur DNS, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis plus récemment, il y a eu le détournement d'un site d'échange de monnaie en Bitcoin, où là l'idée ça a été de pirater le routage vers le résolveur qui a été utilisé. Et puis en fait les gens se retrouvaient par le biais du DNS reroutés vers résolvés vers un mauvais serveur qui simplement capturait les identifiants que les gens cherchaient à rentrer, puis qui après se connectait au vrai site et puis allait verser tranquillement vider le porte-monnaie Bitcoin de ces gens vers d'autres personnes. Donc si on reprend notre frise, on s'est arrêté en 88 avec le DNS moderne. Donc en 2005, on a un gros morceau qui s'appelle DNSSEC qui permet de rajouter de l'intégrité des données, donc en signant les réponses qui sont apportées aux requêtes DNS, et qui permet aussi d'authentifier la source. Et puis voilà, il y a eu une grosse frontière clairement en 2013 avec les révélations de Snowden, où là l'IETF a mis en place un groupe de travail qui s'appelle Deprive, avec un petit jeu de mots, un des premiers travaux ça a été de faire une RFC qui n'est pas un standard mais qui dit des choses, qui dit ben en fait de surveiller les gens c'est comme une attaque, c'est-à-dire que même si je surveille quelque chose et que je fais rien derrière, on considère, à partir d'aujourd'hui on considère que c'est comme une attaque, et donc des mesures techniques ont été prises derrière, notamment donc, ce que je vais illustrer après, qu'une minimization, je vais en reparler, et puis 2 modes de fonctionnement différents du DNS, où on va forcer déjà de passer par TCP et puis par UDP, de mettre une couche d'encryption, et puis tout récemment, ça a été standardisé, je crois, il y a quelques semaines à peine, le DNS sur HTTPS. Donc j'expliquerai un peu la différence entre les deux par la suite. C'est toujours compliqué d'expliquer DNSSEC, mais c'est quand même important que vous voyez un peu comment ça marche. C'est pour ça que je vais essayer de vous l'expliquer un peu avec les mains, avec un schéma, sans trop rentrer dans le détail. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la cryptographie sur notre zone. Donc pour ça, on va évidemment prendre une première clé, qu'on va appeler la clé de zone, qui est la ZSK, et qui va permettre en fait de signer tous les enregistrements. Okay, et la partie publique de cette clé, on va la mettre dans notre zone aussi. Et ce qui est un peu original, c'est que dans 90% des implémentations, on utilise en fait une autre clé plus forte qui s'appelle la KSK, qui est juste utilisée pour signer la ZSK. Donc il y a un peu ce truc-là qui vient complexifier un peu le système, mais
Pourquoi on fait ça? Bah justement parce que alors la ZSK, c'est une clé plus faible, mais qu'on va pouvoir changer plus régulièrement, parce que ça ne va impacter que notre zone. Par contre, la KSK, elle, en fait, elle est publiée dans la zone parent. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change la KSK, il faut aller parler à l'étage du dessus. Donc moi qui ai un nom de domaine en .lu, il faut que j'aille dire à mon registre, ah j'ai changé ma KSK. Et nous, registre du .lu, quand on change notre KSK, il faut qu'on aille parler aux gens qui administrent la racine, en leur disant, au fait, on a changé notre KSK, il faut mettre à jour la racine. Donc c'est pour ça qu'on utilise deux clés, une plus faible qu'on fait tourner régulièrement, et une plus forte, la KSK, qui signe moins de choses, mais qu'on va changer moins régulièrement, à tel point que donc celle de la racine a été changée là au mois d'octobre, et c'est la première fois que c'est fait depuis que ça a été mis en place, je crois en 2011, si je raconte pas de bêtises. Donc pareil, une fois qu'on a publié, une fois que notre KSK se retrouve dans la zone du dessus, bah, cette zone-là aussi est signée. Et puis pareil, bah, le .lu, il envoie la partie publique de sa KSK à la racine, qui elle aussi est signée. Donc on voit comme ça qu'on essaye de mettre en place une espèce de chaîne de confiance qui moi me fait dire que les gens qui font de la blockchain finalement ils n'ont pas inventé grand chose puisque ça s'apparente un peu à ça. Et puis donc ça c'est la première partie, c'est comment on publie en fait les clés de signature. Ah oui, un petit point sur celle de la racine, celle-là où est-ce qu'elle est publiée? Bah, elle est publiée un peu partout en fait. Elle est connue des logiciels quand ils sont installés, elle est aussi publiée sur le site de l'ICANN, et puis voilà, on s'amuse à faire des t-shirts, des mugs avec le condensat de la clé. Voilà. Normalement, tous ceux qui font du DNS et qui veulent vérifier que la racine à laquelle ils parlent utilise bien la bonne clé sont en mesure de le faire parce qu'elle est relativement bien connue. Donc ça c'est pour la partie confiance, et pour valider, donc quand on a un résolveur qui lui veut vérifier que les réponses qu'il reçoit des serveurs qui font autorité sont les bonnes, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui il connaît de base également la clé de la racine, enfin, la partie publique, celle-là il la connaît. Donc il va vérifier que les signatures sont bonnes au niveau de la racine, et puis en fait il va redescendre, étage par étage, valider l'ensemble des résultats qui lui sont donnés jusqu'à arriver au fameux www.restena.lu par exemple qu'il avait demandé. Et il va vérifier la signature de cette réponse, et comme il a validé toute la chaîne en amont jusqu'à la clé de la racine, il est sûr qu'il n'y a pas eu de problème. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chaîne de confiance arborescente, et qui, voilà, qui permet d'assurer comme ça, je dirais, l'authenticité des données qui sont fournies dans les réponses DNS. Euh, Si on regarde à quoi ressemble en fait un fichier de zone d'un TLD, alors là a priori pour vous c'est un agrégat de chiffres et de lettres qui n'ont pas grande signification. Tout à gauche dans la première colonne on va avoir le nom de domaine en lui-même. Ensuite on va avoir le TTL, donc ça c'est la durée de vie de l'information en cache, c'est-à-dire que si je veux mettre ça en cache, je peux le mettre autant de secondes qu'il y a dans ce champ. Au-delà de ça je vais enlever. Vous reconnaissez peut-être si vous vous souvenez la classe qui est toujours IN, et puis après vous avez le type qui varie suivant ce qu'on met, et puis vous avez les valeurs qui sont tout à droite. Au début d'une zone, en fait, on a toujours ce qu'on appelle le Start of Authority, c'est ça qui marque en fait la frontière de zone, où le fait qu'on est autoritaire pour cette zone. C'est à partir du moment où je publie une zone avec cet élément-là, ça veut dire que c'est moi qui suis autoritaire sur cette zone. Ensuite, on a toutes les entrées NS, donc c'est la liste des serveurs qui font autorité sur la zone en cours. Comme on fait là ici du DNSSEC, il y a un enregistrement qui sert à donner quels sont les paramètres. On retrouve la KSK, donc on peut juste noter enfin j'ai rajouté, parce qu'on ne le voit pas là sur le fichier, l'identifiant de cette clé, parce qu'ils ont tout un numéro comme un numéro de série. Et puis la ZSK qui est au-dessus. Donc on voit bien que la ZSK, elle est signée par la KSK. Ça se voit parce qu'il y a le 41209 qui est dans les valeurs. Et puis on voit que la ZSK elle va signer les paramètres, qu'elle va signer le SOA et qu'elle va signer les NS. Donc en gros on signe une fois par type d'enregistrement. Pour un domaine donné, pour un type donné, on a une seule signature. Et puis après on a ce qu'on a généralement dans les zones de TLD, c'est-à-dire des données de délégation, donc des NS mais pas pour mon domaine, pas pour .nu dans l'exemple là, mais pour 0.nu, qui est un autre nom de domaine. On a la même chose, mais si on fait du DNSSEC avec enfin, si l'étage du dessous, je dirais, fait du DNSSEC, on va retrouver le NS.
On va aussi retrouver le DS qui est en fait le condensat de la clé qui est utilisée par la zone pour signer. C'est comme ça que se fait cette publication, si vous vous rappelez de la petite animation précédente. Et puis on signe ça. Donc là, généralement dans les TLD, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui s'appelle du opt-out, c'est-à-dire qu'on fait du DNSSEC qu'avec les domaines qui eux-mêmes ont mis en place DNSSEC. Ça évite d'avoir des signatures qui servent à rien parce que le domaine du tout ne fait rien. Et puis en tout dernier, ce qu'il faut regarder, c'est que le domaine qui est là, à la fois c'est un domaine en IDN. Donc comment on encode les domaines en IDN dans un fichier de zone qui fait que du ASCII, en gros. Il y a un système qui s'appelle le Punycode qui permet de transformer en fait les caractères non ASCII en ASCII, et puis ces noms de domaines-là sont repérables parce qu'ils commencent toujours par xn-. Ça a été réservé pour ça. Et puis là, on voit que les NS de ce domaine-là sont eux-mêmes dans le nom de domaine, donc on a été obligé de rajouter les glue records, donc c'est les deux entrées A qui sont tout en bas. Voilà, cette petite parenthèse à part, donc on parlait d'essayer d'améliorer en fait le respect de la vie privée, de limiter les informations qui sont divulguées par le DNS. Une des premières idées en fait, c'est de remplacer simplement la question qu'on pose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quel que soit le serveur faisant autorité auquel le résolveur parlait, il envoyait toujours la question complète. Il demandait toujours est-ce que tu connais l'adresse IP de www.rstda.lu. Alors une amélioration qui est pourtant toute bête mais qui a mis du temps à être spécifiée, à être mise en place. En plus on a droit à un français, donc ça vaut le coup de le préciser. C'est dire, quand je parle au serveur Racine, j'ai pas besoin de lui dire que je veux www.rstda.lu. Je peux juste lui dire que je veux LU et puis il va me répondre. Pareil, quand je parle à .lu, je suis pas obligé de lui dire que je veux www.rstna.lu. Je peux juste lui dire que je veux restena.lu. Et là il va juste m'envoyer la même réponse qui va toujours me permettre de résoudre le nom de domaine en adresse IP par exemple. Et donc ça c'est le principe de ce qu'on appelle le QNAME minimization, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter au maximum l'information qu'on fait transiter par le réseau au strict nécessaire pour pour répondre au problème. Ça c'est une petite. Alors il y a la complexité de ça vient qu'il y a des petits effets de bord qu'il a fallu traiter quoi. Le principe est simple, l'implémentation l'était un petit peu moins. Mais là-dessus, on n'a encore pas de. Là, on n'a toujours pas de, je dirais, C'est la batterie, je pense. Merci. C'est reparti. Donc là, on n'a toujours pas en fait de confidentialité. L'idée, évidemment, ce serait de dire est-ce qu'on ne peut pas créer un tunnel TLS chiffré pour pouvoir faire passer en fait toutes les communications de DNS, que ce soit entre le client et son résolveur, et d'un autre côté, le résolveur et les différents serveurs qui font autorité. Alors, dans son fonctionnement, le groupe de travail DeepRive a choisi d'abord de travailler sur en fait, ce qui est potentiellement le plus pénalisant en termes de confidentialité, c'est la communication entre le client et le résolveur. Pourquoi? Parce que là, on a encore l'IP source du client. Donc on sait très bien qui demande www.rstda.lu, enfin, quelle adresse IP du client demande www.rstda.lu, alors qu'après, comme les interactions se font entre le résolveur et les serveurs qui font autorité, on a plus cette information-là. Ça, c'est tout simplement le principe de DNS sur TLS. Et donc, le principe de cette spécification, c'est en gros, c'est vraiment une simple encapsulation du DNS dans un tunnel TLS. Donc soit on le fait en mode opportuniste, c'est-à-dire que j'ai pas de garantie sur l'identité du résolveur auquel je parle, parce que je connais pas son matériel cryptographique, j'ai pas d'autre moyen de savoir si le certificat qu'il utilise c'est bien le sien, mais au moins je peux chiffrer. Et puis il y a ce qu'il y a le mode strict, où là on s'assure que on parle au bon serveur parce qu'il nous a communiqué au préalable les clés de chiffrement qu'il utilise. Et là, ça prémunit aussi contre les interceptions, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre en place un faux résolveur DNS over TLS. Ce protocole utilise un port dédié, qui est le port 843, qui peut être bloqué. C'est-à-dire que si je veux empêcher mes utilisateurs de faire du DNS sur TLS, je bloque dans mon firewall le port 843, et puis ils seront bien obligés de faire autre chose. Voilà. Et DNS over TLS, il faut vraiment le voir comme une couche de sécurité au-dessus du DNS traditionnel. C'est un peu l'approche itérative qui est développée à l'IETF. On a un protocole, on rajoute des choses dessus. Ça fait un peu de mal au DNS, mais voilà, ce mal-ci est peut-être nécessaire.
Donc la configuration va toujours se faire soit de manière manuelle, soit par DHCP. Et puis l'implémentation de ce standard est vraiment en plein essor. Donc il y a de plus en plus de résolveurs publics qui sont accessibles, des très grands, donc Google, Cloudflare et Quad9, donc le quadruple 1, le quadruple 8 et le quadruple 9 font aujourd'hui du DNS sur TLS. Nous on en fait aussi, d'ailleurs le serveur, le fameux K10 pour SNA.lu, en fait c'est notre serveur DNS over TLS, qui est un résolveur public que vous pouvez utiliser si vous avez envie. Et puis donc ce standard-là, il est désormais implémenté dans tous les logiciels serveurs libres, c'est-à-dire aujourd'hui Bind, Unbound, tous ceux que j'ai cités qui font résolveur implémentent DNS sur TLS. Et puis au niveau des clients, parce qu'il faut non seulement que ce soit supporté par le serveur, mais aussi par le client, on a des implémentations Stubby qui marchent très bien. Et puis depuis la dernière version d'Android, en fait Android Pie, par défaut, quand il va recevoir l'adresse IP de son résolveur, il va d'abord tester le DNS sur TLS. Et si le résolveur fait DNS sur TLS, il va utiliser ça. Et si ça ne marche pas, donc s'il n'y a rien qui répond sur le port 843, il va faire du DNS non chiffré en utilisant le port 53. Ce qui est déjà un premier changement, c'est la première vraie implémentation native d'un client DNS sur TLS. Et puis d'un autre côté, voilà, donc c'est vraiment une version sécurisée du DNS tel qu'on le connaît, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. L'autre version qui est encore plus récente, l'autre travail qui a été fait pour ça, c'est ce qui s'appelle DNS sur HTTPS. Alors, la différence peut sembler faible, mais on va voir qu'elle a des implications assez élevées. Là, ce qui se passe, c'est que c'est directement le navigateur qui va faire la communication DNS, qui va chercher à résoudre le nom de domaine directement. Donc on ne passe plus par le système. C'est vraiment dans le programme qui tourne côté utilisateur, donc pas au niveau noyau, pas au niveau système, que va se faire la résolution. Alors, évidemment, ce standard-là, il est promu par les éditeurs de navigateurs. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils trouvent que voilà, le DNS c'est potentiellement pas assez sexy pour eux, et ils ont vraiment besoin de ils avaient envie de, ou ils ont quelques besoins qui sont aujourd'hui peut-être pas remplis par le DNS. Là, on va pouvoir avoir un format binaire, qui est le format originel, mais on va aussi pouvoir avoir les réponses en termes de JSON. Et puis, il y a tout un tas de fonctionnalités qui n'existent pas dans le DNS traditionnel, qui peuvent être utiles pour les gens qui font du web, qui sont développés. La possibilité d'avoir du mode push, c'est-à-dire que je vais charger une page et je ne vais pas avoir besoin de faire les requêtes DNS. C'est-à-dire qu'en même temps, le serveur, il va m'envoyer toutes les adresses IP dont j'ai besoin pour résoudre tous les éléments qui doivent s'afficher sur la page. Ça pourrait permettre aussi de faire du sandboxing, c'est-à-dire d'avoir des résolutions qui n'ont de valeur que quand je suis sur une page. C'est-à-dire que je vais passer d'un onglet à un autre. C'est comme si j'avais un cache DNS par onglet qui est géré par mon navigateur. Et puis ça permet aussi de faire du pipelining, parce que bien évidemment le DNS sur HTTPS répond à ce qui est la nouvelle mode en fait, de spécification de protocole sur Internet, c'est que tout passe par le 443. Je ne sais pas si vous avez, vous, déjà mis en route un firewall sortant sur un ordinateur moderne. Voilà, quasiment tout passe par le port 443, et bientôt le DNS aussi. Donc cette implémentation-là, on la retrouve dans différents navigateurs. Firefox le fait, Chrome le fait aussi sans trop le dire. Voilà, ça couvre déjà une bonne partie des parts de marché. Mais comme cette implémentation est faite dans le navigateur, du coup, il faut que la configuration puisse se faire dans le navigateur. Dans Firefox, c'est possible, il faut aller dans les options, là, le About Config, et on peut changer ça. Dans Chrome, c'est pas possible. Donc on utilise forcément les résolveurs DNS over HTTPS que Google a configurés. Et bien évidemment, ça aboutit en fait à une espèce de création d'un nouveau silo vers les géants du web, c'est-à-dire que voilà, les Google, les Firefox, les GAFAM, pour faire un peu court, vont pouvoir, par ce biais-là, avoir une main mise beaucoup plus importante sur la manière dont on fait nos résolutions DNS. Et ça conduit à une sorte de recentralisation en fait, de ce protocole vers quelques grands acteurs. Et puis c'est aussi un vrai changement de paradigme, parce que ces navigateurs-là en fait introduisent ce qu'ils appellent le TRR, c'est-à-dire le Trusted Recursive Resolver, c'est-à-dire en gros ils choisissent un opérateur qui fait résolveur. Donc Mozilla a choisi Cloudflare, même si aujourd'hui ils disent que c'était uniquement pour des tests et que demain tout à chacun pourra choisir l'opérateur qu'il veut. Google bien évidemment se repose sur sa propre infrastructure. Et leur discours, c'est un peu dire, mais oui, mais comment on sait à quel résolveur on parle et qu'on lui fait confiance? On n'a plus besoin de DNSSEC.
Donc laissez-nous gérer la sécurité et tout ira bien. C'est un peu c'est un peu l'approche qui est derrière. Et puis ce qui est envisagé, moi j'étais en octobre dernier à un workshop sur le DNS et j'ai été surpris de voir des gens d'Apple qui étaient là, qui disaient pas trop pourquoi ils étaient là, mais on sentait que le DNS sur HTTPS, qui était au cœur des discussions, ça les intéressait bien. Et il serait, à mon avis, pas aberrant de voir dans les temps qui viennent des exigences pour dire si tu veux publier mon app sur mon store, c'est-à-dire App Store ou Google Play, eh bien tu vas être obligé d'utiliser ma librairie DNS, donc d'utiliser mes résolveurs DNS en temps du DNS sur HTTPS, et puis laisser l'utilisateur gérer lui-même le résolveur de son choix, parce que derrière ça veut dire qu'on a moins de moyens, par exemple, de bloquer les pubs ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le dos, ça fait un peu penser à Homer Simpson. En ayant créé ça, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose qui fait plus de mal que de bien? La discussion est ouverte. Et puisqu'on parlait de centralisation, de recentralisation du DNS, initialement l'idée du DNS était que voilà, chaque entité, chaque entreprise ait son serveur qui fait autorité dans ses locaux, etc. Mais à l'ère du cloud aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, comme dans d'autres segments de l'Internet, uniquement quelques grands acteurs qui dominent le marché. Donc il y a AWS, donc c'est Amazon, il y a Cloudflare qui, on le voit sur le graphique, c'est la courbe en verte, a une croissance assez fulgurante. Et puis l'autre grand acteur, c'est DIN DNS, en fait, ils ont un peu changé leur nom, mais c'est eux. Voilà, qui sont un peu les grands acteurs de ce domaine. Et puis l'autre graphique, c'est en fait la proportion de gens qui utilisent plusieurs prestataires en fait pour leur fournir le serveur qui fait autorité. Et on voit que l'écrasante majorité n'en utilise qu'un seul. Et par exemple, quand il y a eu l'attaque que j'évoquais tout à l'heure sur le fournisseur de DNS DIN, eh bien, tous les noms de domaine, au moins aux États-Unis, parce que c'était ces serveurs-là qui ont reçu le plus de trafic, tous les noms de domaine qui n'utilisaient que DIN comme prestataire, pendant un certain temps, n'ont plus été accessibles faute de résolution DNS. Et c'est totalement le cas, par exemple, de grands noms comme Twitter qui n'utilisaient que DIN et voilà, qui a eu des problèmes de disponibilité à cause de ça. Donc on voit que les bonnes pratiques ne sont pas forcément toujours respectées. Si on se projette un peu, parler rapidement de l'Internet des objets aussi. Donc, les objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est quelque chose de très vague et il y a presque autant d'identifiants qu'il y a d'objets connectés. Et ce qu'il faudrait en fait, c'est un système de nommage pour pouvoir assurer l'interopérabilité entre ces éléments. Et on pourrait bien, encore une fois, rajouter un truc dans le DNS et l'utiliser pour ce biais-là. L'idée, c'est de prendre une approche qui est un peu dans le genre de Enum, donc qui permettait en fait de mettre des numéros de téléphone dans le DNS, qui étaient utilisés pour les communications SIP, donc les communications voix sur IP. Donc l'idée, voilà, c'est que simplement, j'ai un identifiant propriétaire de mon objet, le fabricant a un nom de domaine, et il colle voilà, l'identifiant comme une sous-partie en fait de l'arborescence qu'il possède. L'avantage, c'est que ça passe à l'échelle, c'est interopérable, c'est rétrocompatible avec ce qu'on connaît. Ça a le bon goût, comme le DNS lui-même est arborescent, d'autoriser les identifiants plats ou hiérarchiques. Donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. Et puis ça autorise aussi la portabilité. Il y a dans le DNS un autre type d'enregistrement qui s'appelle CNAME, qui est souvent vu comme un alias. C'est-à-dire qu'on peut dire que genre a.domaine1.com, c'est la même chose que b.domaine2.net. Et donc ça pourrait permettre d'avoir un objet et de changer de propriétaire, ou de changer de sous-arbre par exemple. Et puis on pourrait aussi utiliser l'enregistrement SRV qui permet de découvrir facilement quels sont les services. Et puis comme ça utilise l'infrastructure du DNS, on a déjà quelque chose de fiable et de robuste. Donc il y a déjà les premiers standards qui sont mis en place là-dessus, et notamment les gens de l'AFNIC qui travaillent pas mal sur ce sujet. Voilà, qui présentent des solutions comme ça, où on a ce qu'ils appellent un Object Naming Service qui en fait est basé sur une sous-partie du DNS qui permet comme ça de retrouver facilement des objets et les adresser au sens premier, j'allais dire, de leur parler directement en utilisant un bon vieux nom de domaine. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il des études qui disent que, toujours se méfier un peu des trucs genre Gartner, etc., mais voilà, les prévisions, c'est 21 milliards d'objets connectés en 2020. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est ce qui nous est vendu.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces objets deviendront de plus en plus omniprésents et vont prendre une importance de plus en plus grande dans nos vies. Euh, et bien évidemment, ils devront tous communiquer avec un ou des serveurs quelque part dans le cloud. Euh, alors, juste une petite note, vu le nombre d'objets qui risquent d'être connectés, il faudra de toute façon faire de l'IPv6, donc on n'aura pas le choix. Et puis le DNS, lui, peut venir sur ce point comme une solution d'ingénierie du trafic. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des techniques pour la réponse qu'on va donner aux requêtes, elle peut être fonction de la position géographique de l'utilisateur. En fait, c'est du GeoIP et ça permet effectivement potentiellement de rediriger vers le data center le plus proche, de gagner du coup en performance. C'est ce que font pas mal de CDN, donc les Akamai, les gens comme ça, dont le travail est d'essayer d'amener le contenu au plus proche des utilisateurs. Ils se reposent énormément sur le DNS. Et puis ça peut permettre aussi d'avoir une certaine redondance, dans le sens où je vais pouvoir résoudre vers un data center, et puis si jamais celui-là tombe en panne, ben, par une simple modification des enregistrements DNS, je peux renvoyer assez rapidement tout le trafic vers un autre data center. Et si mes TTL, donc la durée de vie du cache, est très faible, ça peut prendre une dizaine de secondes, pas plus. Par contre, ça veut dire que pour pouvoir faire ça, il va falloir rajouter des couches en fait au-dessus du DNS et vendre des choses, voilà, rendre le DNS un petit peu plus automatisé. L'autre chose qui est sur la bouche de pas mal de gens, c'est la blockchain. Alors, l'enregistrement des noms de domaine, en fait, ça se prête bien à la blockchain. Hein. C'est un peu l'idée, c'est pas pour rien que ça s'appelle un registre, c'est parce qu'on fait un peu comme des notaires, c'est-à-dire on note, alors plus sur papier, mais sur support numérique, voilà, qui a acheté quoi, quand, et jusque quand il a le droit d'utiliser tel ou tel domaine. Et donc, ce qu'on essaie d'avoir comme propriété à un identifiant, c'est ce fameux triangle de Zuko dont j'ai parlé au tout début. Et c'est ce qu'essayait de faire la blockchain vis-à-vis du DNS, c'est-à-dire de fournir quelque chose qui est à la fois décentralisé, c'est-à-dire où il n'y a pas une architecture qui dépend, comme aujourd'hui le DNS, de la racine, donc de l'ICANN, mais qui est vraiment purement décentralisé. Des identifiants qui soient aussi humainement compréhensibles, c'est-à-dire pas des hashes, pas des choses comme ça, des vrais mots, des choses qu'on peut choisir, et puis des choses qui sont sécurisées aussi, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne peut pas facilement voler l'identité de telle ou telle personne. Donc un des premiers essais ou des premières choses qui sont faites dans le sujet, c'est Namecoin, qui est un simple fork de Bitcoin où on a rajouté en fait la gestion des noms de domaine. Et ça permettait d'enregistrer des noms de domaine en .bit. Alors, ça n'a jamais existé dans la racine, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de délégation pour .bit dans la racine. Mais il y avait certains proxys qui a été mis en place où pareil, on pouvait utiliser des résolveurs qui eux les parlaient des racines alternatives où le .bit existait. Ce qu'on a observé, c'est un vrai engouement de ce truc-là quand ça a été lancé, mais c'était plus de l'occupation que de l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a 120 000 domaines qui ont été enregistrés. Donc c'est à peu près la taille de la zone du CCTLD de l'Estonie, c'est pour vous donner une idée. Par contre, il n'y a que 26 domaines qui sont actifs, ce qui est l'équivalent de la Corée du Nord. Tout ça pour dire que les gens sont rués pour prendre des domaines en .bit parce que voilà, peut-être pour les occuper, peut-être pour essayer de les revendre après, ou simplement parce que c'était intéressant pour eux, parce que c'était cool à l'époque. Mais ça n'a jamais vraiment été utilisé. Ça se traduit par la chute du prix. Ça a pu coûter jusqu'à $14 un Namecoin, et aujourd'hui ça vaut à peine 38 cents. Alors la question c'est, est-ce que c'est la limite de l'approche décentralisée? Peut-être que oui, parce que le triangle Zuko c'est bien, mais il y a des choses que ça ne capture pas. J'ai parlé des 3 propriétés, mais il faut garder à l'esprit que les gens, en tout cas les utilisateurs lambda on va dire, attendent aussi d'autres choses. Il faut s'assurer que le nom de domaine soit vraiment unique au niveau mondial et que ce ne soit pas une pseudo-unicité, parce que dans ce cas-là, comment on gère les collisions qui peuvent statistiquement au moins arriver? Il faut aussi que l'identifiant soit stable, c'est-à-dire que si je veux construire par exemple mon activité professionnelle autour d'un nom de domaine, il y a plein de gens qui font ça, qui montent leur boîte et leur nom de domaine c'est leur vecteur d'image. Si leur nom de domaine change tous les 3 jours, voilà, ils ne vont pas avoir le temps de communiquer ou d'imprimer les trucs à distribuer ou à afficher derrière les bus, que leur nom de domaine aura déjà changé. Il faut aussi que ce soit résolvable facilement. Je parlais tout à l'heure des performances. S'il faut 1, 2, 3 secondes pour résoudre le nom de domaine parce qu'il faut aller interroger une DHT, donc une Distributed Hashing Table, c'est juste pas possible pour par exemple afficher une page web où il va y avoir 50 noms de domaine à résoudre.
Et puis, il faut aussi que l'enregistrement soit facile, sans trop de contraintes administratives, sans trop de contraintes techniques. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit relativement accessible, même à quelqu'un qui n'est pas initié en informatique. Et aujourd'hui, mis à part la décentralisation, même si dans le DNS on a plutôt une délégation qu'une décentralisation, bah, c'est peut-être celui qui couvre le plus de surface de cette forme à 7 côtés, là, de ce polygone à 7 côtés que j'ai dessiné. Peut-être pour ça que le DNS, malgré tout, reste aujourd'hui pertinent. Et donc après je dirais cet essai en fait de remplacer le DNS par quelque chose purement basé sur la blockchain, les recherches autour de la blockchain et du DNS sont plutôt orientées aujourd'hui sur le fait qu'en fait les identifiants qui sont utilisés pour les transactions aujourd'hui sont des hashes et sont aussi des identifiants techniques. Donc il ne faut pas aller bien loin pour se dire qu'il serait mieux ou plus facile pour tout un chacun d'avoir un identifiant fonctionnel au-dessus, et que là encore, le DNS pourrait servir à faire le lien entre les deux. Donc les premières choses qui se sont faites là-dessus, la première, c'est ce qui s'appelle le Ethereum Name Service. Donc Ethereum, c'est aussi une monnaie analogue, on va dire, au Bitcoin, avec d'autres évolutions, je dirais une itération supplémentaire. Et donc sur cette monnaie-là, sur ce système de blockchain-là, c'est construit en fait un système d'enregistrement de nom de domaine en .eth aussi au départ, et puis ils ont convaincu le registre du .xyz de faire un pont avec le .eth, si bien qu'il est aujourd'hui possible d'avoir un .xyz et un .eth pour ce faire, et il y a à peu près 170 000 noms de domaine qui sont enregistrés. Et donc l'idée, ce qui est vendu, c'est ça, c'est qu'au lieu de travailler sur une longue chaîne hexadécimale pour identifier votre portefeuille Ethereum, vous pouvez avoir un nom de domaine en .eth que potentiellement vous pouvez lier avec votre nom de domaine en .xyz, et puis vous pouvez comme ça construire je sais pas, votre boutique en ligne où les gens vont pouvoir vous payer en Ethereum de manière sûre, parce que il y aura le lien entre le nom de domaine et le .eth qui représente lui votre portefeuille numérique. Le truc le plus récent qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ça, c'est en fait le .lux. Alors là, rien à voir avec le Luxembourg. C'est juste qu'en fait, c'est un GTLD qui avait été lancé, et puis les gens qui voulaient le commercialiser en fait se sont plantés. Et comme ils devaient payer tous les ans de fortes sommes à l'ICANN, donc ils ont arrêté l'exploitation. Et puis il y a une entreprise qui a repris ce .lux pour le commercialiser comme un peu comme la même chose, c'est-à-dire que on va pouvoir enregistrer des noms de domaine en .lux qui vont être liés au portefeuille numérique. Là, le changement, c'est que pour la première fois, c'est directement un TLD qui est vraiment dans la racine. Et donc, on peut avoir à la fois, par exemple ici, le ln.lux qui va correspondre au site web de la boutique de LN qui vend je ne sais pas quoi par correspondance, et aussi son portefeuille numérique en Ethereum pour lui faire des paiements en crypto-monnaie. Donc là, on voit que maintenant que le DNS, la blockchain a essayé de le remplacer, mais finalement ça n'a pas très bien fonctionné, et que du coup l'approche maintenant c'est plutôt d'utiliser le DNS comme un facilitateur pour essayer d'attirer la blockchain vers les monnaies qui y sont liées vers le grand public. Et puis, comme il y a plein de blockchains, il y a une multiplication de ces systèmes, il y a aussi une explosion des identificateurs. À tel point que le W3C, donc le World Wide Web Consortium, s'est penché sur une manière de les écrire de façon unique. Et ils sont venus, ils ont mis en place ce qui s'appelle le Distributed Identifier, DID, avec un schéma d'URI particulier. Donc le schéma DID, la méthode qui va être en fait une abréviation du type de blockchain qu'on utilise, et puis l'ID spécifique à cette méthode, c'est-à-dire en gros le condensat de sa clé publique qui sert à identifier son portefeuille. Ça résout le problème d'ambiguïté ou d'unicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si j'ai le même hash, que je fasse du Bitcoin ou que je fasse de l'Ethereum, ça va être un DID différent. Par contre, la question est toujours là, comment on va rendre cet identificateur facilement utilisable? L'idée, c'est encore une fois demander au DNS, donc il y a déjà des drafts qui sont en préparation. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire ça, donc on ne va pas créer un nouveau type d'enregistrement DNS, on va en utiliser un qui existe déjà, qui est URI, qui a déjà été standardisé. Et puis l'idée, c'est de faire un peu la même chose que ce qui existe déjà dans le DNS pour les clés PGP. Donc ce qu'on peut faire dans le DNS, c'est dire, je publie dans le DNS
ce qui est ma clé PGP, donc il n'y a plus besoin de ce Web of Trust qu'il faut construire quand on fait du PGP, c'est-à-dire, certes on a sa clé, mais il faut qu'elle soit de confiance pour un certain nombre de personnes, pour que moi aussi, à mon tour, j'accepte de la considérer de confiance, ou faire des signing parties, c'est-à-dire des endroits où physiquement on va s'échanger nos clés pour être sûr qu'elles appartiennent bien à la bonne personne. On peut faire ça aujourd'hui par le DNS. Et donc ces méthodes-là qui existent déjà, elles sont simplement réutilisées de manière un peu différente pour gérer ça. Et l'idée, c'est qu'il n'y a plus besoin de TLD spécifique, c'est-à-dire que ce DID, on peut l'enregistrer dans un nom de domaine qu'on a déjà, quel que soit le TLD. Ce sera un enregistrement DNS supplémentaire, particulier pour ça. Et ça renforce l'idée que le DNS est bien une base de données plutôt que simplement une correspondance entre IP et nom de domaine. On arrive à la conclusion. Merci d'être resté jusque-là. Je vous rassure, je fatigue aussi. C'est la fin de journée pour tout le monde. Là, en plus, le micro pèse 3 tonnes. Donc, juste une petite planche sur les perspectives pour le DNS. Donc on a vu qu'il est au cœur de l'infrastructure de l'Internet. Beaucoup de gens ignorent ce que c'est peut-être ça son problème aussi. Voilà, quand je vous dis que pour charger une page web, il y a une 50aine de requêtes DNS qui peut se faire, vous êtes un public peut-être un peu plus éclairé que la moyenne, donc vous le saviez peut-être, ou vous en aviez peut-être une idée, mais c'est loin d'être évident pour la plupart des gens. Donc il est au cœur de l'infrastructure d'Internet d'aujourd'hui, donc il est abondamment utilisé par donc, les gens qui font du CDN, donc du Content Delivery Network, dans le cloud aussi, puisque l'idée c'est de pouvoir créer des machines, de pouvoir les faire mourir, donc forcément ces machines ont des adresses IP différentes. Donc pour que le service qui est bâti dessus continue à fonctionner, il faut forcément utiliser des noms de domaine et pas les adresses IP. Et puis c'est d'autant plus vrai depuis qu'on a les infrastructures à conteneurs qui ont beaucoup plus, encore accéléré ce phénomène où on déploie encore plus vite des conteneurs qu'on déployait des VM avant que ça devienne populaire. Mais il sera aussi, je pense, au cœur de l'infrastructure d'Internet de demain. On l'a vu pour la blockchain, pour l'Internet des objets et pour le web N.0, parce que je ne sais pas quel sera le N à ce moment-là. Voilà, avec des choses comme le DNS sur HTTPS, ou même s'il y a des questionnements à apporter, on voit bien que c'est la volonté d'améliorer encore le DNS pour l'intégrer aux besoins des gens qui font aujourd'hui du web. Et comme la plupart des choses aujourd'hui se font par le web, ça peut s'avérer, je dirais, nécessaire. Et pourquoi il va rester au cœur de l'infrastructure? Parce que, comme on l'a vu avec l'histoire du triangle de Zuko, ça reste encore aujourd'hui la meilleure source d'identifiant unique. Pourtant, voilà, cette source, elle n'est pas exempte de menaces. On l'a vu avec la centralisation. On a aujourd'hui des gros acteurs qui sont des DNS providers. Si je regarde les statistiques sur notre zone, on voit que la plupart des noms de domaine qui sont en .lu, petit à petit, elles vont se concentrer vers... Alors, aujourd'hui, c'est plutôt des acteurs locaux, mais c'est de plus en plus des gens qui prennent leur domaine et qui utilisent Cloudflare ou qui utilisent AWS pour leur DNS. Et puis, c'est un peu la partie menaçante ou la partie inquiétante, je dirais, du DNS over HTTPS, le fait que ça peut concentrer l'utilisation du DNS vers quelques grands géants de l'Internet et du web. Et puis il est aussi menacé par une certaine non-neutralité. On l'a vu avec les résolveurs menteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai envie de dire malheureusement, la plupart des technologies d'Internet, elles se contentent plus de traiter chaque demande ou chaque paquet de manière indifférenciée, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons commerciales. Il y a plein de gens qui essayent de changer ce mode de fonctionnement. Une chose que je n'ai pas trop abordée, c'est l'extension Client Subnet. Je vous ai juste dit que quand la communication se faisait entre le résolveur et le serveur qui fait autorité, on n'avait plus l'idée de qui est le client, l'IP source du client qui fait la demande. Il y a un standard qui existe qui propose de dire on peut mettre des options dans le DNS, c'est pas grave, on n'a qu'à mettre une option qui note l'adresse IP de la personne qui fait la requête au résolveur, et puis le résolveur, quand il fait sa demande, lui, au serveur qui fait autorité, il va répéter cette option. Comme ça, le serveur qui fait autorité aussi, il sait quel est le client. Ce qui peut intéresser des gens qui font autorité sur beaucoup de noms, par exemple les gens qui ont le .com, de savoir exactement qui fait une demande sur tous les noms de domaine en .com.
Les dernières avancées, c'est que ce client de subnet serait limité en fait à un sous-réseau, ce qui maintiendrait un certain niveau de vie privée quand même. Et puis il y a le problème du DNS qui continue encore aujourd'hui, cette fameuse croissance organique, où dès qu'on invente un nouveau protocole, et ben, on peut mettre ça dans le DNS et puis ça fera bien l'affaire. Ce qui derrière peut poser voilà, tous les problèmes de complexification et de maintenabilité que j'ai évoqués. Cependant, ça reste tout de même une technologie stable et pérenne, hein, ça a plus de 30 ans, je pense que c'est là pour durer encore quelques temps. Et ce qui est intéressant, moi quand je suis arrivé dans le sujet, je me suis dit, ouais, bah, justement, c'est un truc qui a 30 ans, c'est peut-être m'ennuyer un peu, mais en fait, ça a plus évolué en 5 ans que depuis la création du DNS. Donc c'est vraiment un domaine qui est très très actif, où il se passe pas mal de choses, et d'un point de vue technique, c'est très intéressant. Et puis voilà, pour conclure, c'est paraphraser Churchill, c'est toujours bien de paraphraser des gens célèbres, ça donne l'air intelligent. DNS est peut-être un peu comme la démocratie, quoi. C'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui on n'a pas d'autre chose qui permet de faire ça. Il y a eu des essais autour de la blockchain, ça n'a pas forcément marché, peut-être parce qu'il manque un peu d'infrastructure derrière, d'autres choses qui ne sont pas des choses techniques qu'il n'y avait pas dans la blockchain, et que donc voilà, le DNS est peut-être ce qu'on a de mieux aujourd'hui pour faire le lien entre identifiant technique, identifiant fonctionnel, et puis offrir voilà, une base de données distribuée comme ça pour avoir accès à tout un tas d'informations et faire finalement beaucoup plus que simplement accéder à des sites web. Voilà, moi j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. Le temps que ça vienne, juste un petit truc, si ça vous intéresse, et que vous parlez anglais, il y a un truc qui est vraiment bien fait, toujours par les gens qui font le Power DNS, c'est Bert Hubert encore qui a fait ça. Donc c'est un petit site, enfin c'est quelques pages qui s'appelle Hello DNS, et qui vraiment reprend une introduction plus technique au DNS avec vraiment mais c'est assez bien fait. Et ce qui est intéressant, si vous aimez programmer, il vous explique comment il faudrait programmer ou comment vous pourriez programmer un serveur qui fait autorité. Et ça vous permet vraiment de comprendre par les structures, que ce soit du C, du C++, je crois que c'est du C++ que lui aime bien ça, quels sont enfin voilà, comment fonctionnent, ou quelles sont les structures d'objets à utiliser pour faire du DNS. Ça permet aussi de comprendre comment fonctionne le protocole dans un niveau un peu plus technique que ce que j'ai pu vous présenter là, qui est avant tout une présentation, une introduction, quoi. Voilà, merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Non, peut-être pas. C'était exhaustif, je pense. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. C'était très très intéressant. C'est beaucoup plus complexe qu'on a pu faire en cours. Et, Alors, je sais que Virginie est partie, mais elle m'a dit oui, en cours, on a le temps de faire une introduction très rapide, quelques requêtes pour voir. Voilà, l'idée de ce soir, c'était surtout de ceux que ça intéresse. Les gens du réseau sont peut-être plus enclins ou plus à ça, je pense voir un peu plus dans le détail comment ça fonctionne. Mais j'espère aussi que pour les gens qui vont faire alors l'informatique ou la technique de manière générale, d'avoir ça, c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnent les choses derrière, surtout que, comme je le disais, c'est un peu le drame ou l'inconvénient des technologies d'infrastructure, c'est que c'est un peu le syndrome du plombier, quoi. C'est-à-dire que tant que ça marche, personne ne le voit. Mais voilà, le jour où les canalisations sont bouchées parce qu'on a fait mal notre travail, là, ça devient vite assez catastrophique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui font ce travail-là derrière. Merci pour tout. C'était très très intéressant.